Salut Julien. Enchanté. Comment tu vas? Bah écoute, très bien, très heureux d'être là, d'être assis, on est bien, on a été super bien reçus. Donc, très bien, un petit café pour venir et tout. Ça On n'a pas pris de deuxième café, sinon on allait être comme ça pendant la... C'est ça. Ah non. En tout cas, très content de te recevoir Julien, ça fait un moment qu'on essaie de faire cet épisode parce que tu habites pas loin de chez moi, donc je suis très content de te recevoir à la maison. Écoute, aujourd'hui l'objectif c'est de faire un épisode qui fait partie de ma série d'épisodes parcours d'investisseur, ou du moins l'objectif est d'expliquer le parcours de quelqu'un qui est devenu libre financièrement, comment il a fait et qu'est-ce qu'il referait s'il partait de zéro. Donc, avant que tu nous décrives tout ça dans l'épisode, est-ce que déjà tu peux te présenter qui tu es rapidement? Ça marche. Alors moi je suis Julien, je suis marié à ma femme qui s'appelle Caro, on s'est marié au mois d'août. Félicitations. Ça. Merci. Et on est parents d'un petit bonhomme qui a 3 ans et qui est plein de vie et qui demande beaucoup d'énergie. Et d'attention. Mais voilà, c'est super. Donc ça c'est le côté familial. À côté de ça, moi très rapidement, je vis de l'immobilier principalement et de mes placements bourse, on peut en parler, pas de souci. Et à côté de ça, je suis entrepreneur. Parce que je me suis découvert en fait entrepreneur, parce que quand tu fais de l'immobilier, finalement on devient pas entrepreneur. Et puis l'immobilier c'est l'entrepreneuriat, hein. Tout ce qu'on gère c'est l'entrepreneuriat, les phases administratives, économiques, financières, gérer des artisans, trouver des clients qui sont des locataires. Pour moi c'est l'entrepreneuriat pur et dur, même si ça porte pas le mot, quoi. Et on a créé un organisme de formation, en fait on accompagne des personnes aussi à faire comme nous, devenir libre et indépendant financièrement grâce à une méthode qu'on applique et qu'on a optimisé pendant plus de 17 ans, et que c'est ce qu'on délivre en fait aux personnes qui désirent faire la même chose que nous. Et puis c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. Et puis ça t'a pas mal de temps, j'imagine. Ouais, c'est ça. Puis après sportif aussi. Moi j'aime bien aller à la salle, j'aime bien faire du padel, tennis, je précise, si ma prononciation est pas bonne. Et puis voyager, et puis, un peu partout dans le monde entier, surtout l'Asie, parce que j'aime beaucoup l'Asie. Parce que c'est chill, c'est relax, les gens ont le sourire, ils sont cool. Et puis c'est très bon marché aussi, il faut le dire aussi. Bien sûr. Donc voilà pour me présenter globalement, quoi. Très bien. Je note que tu fais du paddle tennis. Bon, moi je suis plus tennis, mais on en reparlera en off parce que il y a moyen qu'on joue ensemble. Ouais, carrément. Je suis chaud pour ça, quoi. Ouais. Bon, du coup, je reviens sur ce que tu as dit. Hein. Aujourd'hui, tu peux vivre des revenus immobiliers et boursiers. Comment t'as fait concrètement? Déjà, si on reprend les bases, à quel moment tu as commencé? Alors, je vais te poser 2 ou 3 questions en une et je te laisserai développer. Ouais. Quand tu as commencé? Pourquoi tu as commencé? Comment tu as commencé? Enfin, et de quelle manière tu as commencé? Ok. Peut-être déjà le pourquoi. Pour commencer, c'était un cadeau qu'un propriétaire m'avait fait. Ce mec-là, je le remercie encore. Alors, je sais pas si un jour il écoutera peut-être ce podcast-là, mais si tu te reconnais, vraiment, si tu te reconnais, c'était à Reims. Tu étais venu faire des travaux dans l'appartement de mon ex à l'époque, 2-3 petites retouches. C'était un samedi matin, et puis on commence à discuter. Et à un moment donné, tu vois que j'étais pas trop idiot, et tu m'as dit attends, je vais te faire un cadeau. Tu vas acheter ce livre-là, Père riche, Père pauvre. Tu l'achètes et tu vas lire, ça va changer ta vie. Et effectivement, ça a changé ma vie. Donc franchement, merci pour ça. Donc si jamais tu vois ça, encore merci. Et tu travaillais dans la brasserie Heineken à l'époque. Voilà. Voilà. Donc toi, ça c'est ça. Et donc j'ai lu ce livre-là. J'ai pété un câble. Mais j'ai vraiment pété un câble toute la nuit. Je me suis dit c'est pas possible. Ça c'est la vérité, quoi. La vérité, elle était là. C'était en quelle année? 2010, 2011 c'était. Ok. Ah ouais. Et ça m'a vraiment cassé la tête, quoi. C'était mind-blowing comme des... moi c'est pareil, hein. Quand la première fois que j'ai lu ce bouquin, il m'a... Crac. Tu dis mais bordel de tute, c'est ça qu'il fallait nous apprendre, pas les autres trucs. Alors c'est bien d'apprendre que les dinosaures il y a 65 millions d'années se sont pris une météorite sur la gueule. Génial, c'est exactement ça. Mais ça m'a jamais servi à devenir riche, clairement. Et là, Père riche, Père pauvre, je dis mais c'était d'une simplicité déconcertante. Je dis ok, maintenant il faut que je commence. Et je me suis dit, avec mon background déjà, en fait, je sais le faire, quoi. Et j'étais banquier à ce moment-là. Donc, je savais monter les dossiers d'investissement pour mes clients. Puis, j'ai retourné les trucs dans tous les sens. J'avais fait mon laboratoire, ce bureau, pour savoir comment lever de l'argent. Parce que je voulais faire déjà l'immobilier, mais je savais pas comment. C'est pour ça que j'avais fait aussi banque, pour apprendre à lever de l'argent. Mais le seul problème, c'est que les mecs qui venaient avec leur projet, c'était cool, hein, je leur remodifiais tout ça, je présentais mon DA, il dit, vas-y, on le finance, les risques. Il dit, ouais, c'est bon, Julien, très bon dossier, bien présenté, on y va.
Et les mecs, ils partaient, hop, ils faisaient leur projet. Mais moi, j'étais comme un con derrière mon bureau. Et je restais là, alors que je finançais les gars. Ouais, c'est ça. Et toi, tu faisais rien. Ouais, là, je fais rien. Je dis, je suis à la mauvaise place, c'est pas possible, quoi. Donc, je dis, bah voilà, il faut que je me lance. Je lis hyper riche, hyper pauvre. Je dis, ok, là, j'y vais vraiment fort. Sauf que je me rends compte d'un truc, c'est que j'ai hyper peur des impôts, quoi. Et je voyais sur le compte de mes clients, les mecs, ils se faisaient défoncer. Je dis, j'ai pas envie de me faire défoncer. Le problème, c'est que maintenant, voilà, j'ai des frais, je suis parti de chez papa et maman, il faut que je vive, quoi. Refaire des études d'avocat fiscaliste, je me dis, c'est pas le bon plan. Il faut que je sois payé en même temps. Ça, c'était ton background? Ouais, c'est mon vrai background. D'accord, parce que tu as dit que tu étais en banque. Ouais, j'étais en banque. Tu étais conseiller bancaire, mais en parallèle, tu continuais des études Non, justement, non. Je me suis dit, je suis banquier, sauf que c'est 8h, 20h tous les jours, parce que tu dois voir tes clients avant que tes propres clients voient leurs clients. Et tu les vois après, pour une fois qu'ils ont vu tous leurs clients, pour pouvoir faire du business. Donc, c'est du 8h, 20h, et t'es en représentation permanente, parce que j'étais conseiller sur le pro, et en même temps le patrimoine. Donc des fois, pour aller signer une assurance vie à 100 000 balles, tu vas le vendredi soir à 20h, 21h, et tu le fais. Mais sauf que tu as zéro temps pour toi. Parce que forcément, ton directeur de l'agence te dit qu'il faut être présent dans l'agence. Oui, mais le soir, il faut mieux s'organiser. Bref, donc j'avais compris que ça, il fallait que je quitte ce métier-là, et qu'il fallait que j'apprenne la fiscalité par cœur. Et parce que moi, j'ai besoin de maîtriser ce que je fais. Si je le fais pas, j'ai ce même problème. Pareil, j'ai besoin de comprendre et maîtriser et même limite faire les conneries, tu vois, pour être sûr que je les ai bien faites, pour comprendre de pas les refaire. Ouais, voilà, tu dis. Bon, celle-là m'a bien coûté. C'est bon. C'est ça. Le truc, a posteriori, je me dis que c'est vraiment une connerie, par contre, pour le coup. De tout vouloir maîtriser, c'est vraiment une connerie. Il faut apprendre à déléguer aussi. C'est très dur. Moi, j'ai vraiment du mal. Je sais qu'il faut, mais j'ai du mal. C'est quoi ton truc le plus dur que tu as du mal à déléguer, par exemple, à l'heure actuelle, quoi? Ou le truc, c'était t'avais plus tout le process de création de contenu, je commence à y arriver, mais tu vois, vu que ça va pas à la vitesse que je veux, c'est frustrant, et du coup je peux pas produire autant que je veux, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, okay. Ça fait partie de ce genre de truc. Ouais, donc là en ce moment c'est ça ton. C'est ça, c'est un petit peu mon truc qui me bloque en ce moment. Ok, ça marche, ça roule. Et donc du coup, pour en revenir, donc je décide de devenir inspecteur des impôts. Et là, comment ça s'est passé, c'est qu'à un moment j'étais dans la salle de pause, en train de prendre le café avec un collègue, puis je vois un énorme encart sur le journal, je sais plus, c'était un journal à Reims, je sais plus ce que c'était, bref. Et là, je vois, ils recrutent concours et tout. J'étais inspecteur des finances, hop, je dis, on y va, hein. Donc je passe le concours, je l'ai, je dis ok, c'est cool, et je deviens inspecteur des finances publiques. C'était avant, ça s'appelait inspecteur des impôts du Trésor public, maintenant c'est finances publiques. Et donc je pars 1 an à l'école à Paris, à Noisiel. Ok. Je vais te dire un niveau de hype dingue. La vache, c'était douloureux. J'étais dans un studio, dans un HLM et tout. C'était pas ouf. Dans la tu dis, de ma vie, j'ai peut-être fait une connerie quand même. C'est la punition pour travailler pour les impôts. C'est ça, c'est exactement ça. La vache, le karma, il t'a clair, quoi. Et donc là, j'apprends tout, en fait. Déjà en 1 an, j'apprends déjà beaucoup de choses. Et puis après, pendant ma carrière d'inspecteur des impôts, j'apprends énormément de choses. Et je dis, waouh. Et là, je me dis, en fait, tu peux ne pas payer d'impôts en France, mais c'est réel. C'est pas des conneries, quoi. Par contre, il faut bien faire les choses. Il dit, ok, là, c'est bon. Je sais le faire. Et donc, je me lance mon tout premier studio que j'achète. Suite après la lecture de PH Perpo, de ce background de fiscal et banque. Donc, je me fais financer de l'année, mais sauf que j'avais pas bien fait le financement encore. J'avais loupé des trucs. J'achète ce premier studio, c'était à Nancy, rue Jeanne d'Arc, pour ceux qui savent. Que nous sachions. Le problème, c'est comme nous sachons, parce que je regarde trop un truc sur Insta, c'est les complots faciles. Nous sachons, il met des conneries, mais nous sachons chaque fois. Donc voilà, ça déteint sur moi. Et il est très drôle, ce gars-là. Et donc voilà, je l'avais bien négocié. Je trouvais, mais en fait, pas assez. J'achète ce bien, je le rénove tout seul, je bosse pendant 3 semaines dedans à tout refaire, c'était 17 mètres carrés, très bien, et c'est parti. Sauf qu'en fait, j'étais en cash flow négatif, in fine. Je remettais exactement 11 € par mois. Ah ouais, c'est un peu limite pour les imprévus, ça. On est d'accord, c'était vraiment juste, bon, comme il était neuf et tout, j'avais pas eu d'imprévu, mais c'était pas bon. Et là, je me suis donné dans ma stratégie mathématiquement, je dis, il va me bloquer à un moment donné. Je le garde pour montrer la preuve que j'ai réussi à faire ça. Les banques ne voient pas que je remette avec l'impôt et tout, parce que je m'étais un peu merdé. C'est pas grave, je vais le garder et je vais en acheter d'autres. Sauf que ma nana, mon ex à l'époque, me dit, oh, je t'arrête tout de suite. Là, on va t'arrêter d'acheter de l'immobilier, on va acheter notre résidence principale. Bon, d'accord. Connerie, j'achète un truc trop beau, trop grand, trop cher. Ah, c'était un bel appart.
Ah, il était beau. Et quel Et connerie. du coup, ça t'a mis à la gorge pour le reste, quoi. Et là, je dis, Après, moi, j'ai envie de dire, sur la RP, tu vois, il n'y a pas de solution magique, ça dépend de ce que tu veux, en fait, à la fin. Si t'as pas envie d'investir dans l'immobilier et d'être salarié, voilà, classique, bah oui, acheter une RP, c'est toujours, c'est du patrimoine, quoi. Ouais. Par contre, si tu veux être libre financièrement et accélérer, bah, ça peut bloquer, quoi. Ouais. Bah là, en fait, j'ai tout de suite, en fait, consciemment, je dis, ça peut peut-être passer. Inconsciemment, je me bloquais tout seul. Et on a fait un peu le pressing au niveau de la banque pour que ça passe. Donc, il est passé, ils m'ont financé. Mais du coup, un truc avec un cash flow négatif de 11 € à peu près, plus ça qu'il fallait lâcher, je dis, waouh, chaud, quoi. Bon, ben voilà. Et pendant 3 ans, il se passe rien. Moi, je suis quand même assez frustré. Donc, je fais énormément de sport. Donc beaucoup de courses à pied, des semi-marathons, des marathons, des triathlons. C'est vrai que t'as le physique de l'athlète de fond. Là, franchement, ouais, j'ai vraiment poussé des trucs. Et puis un jour, mon ex me largue. Et là, moi, la descente aux enfers et tout. C'est une situation de merde. C'est jamais très agréable. Tu sens que t'es en train de manger ta tarte au caca, toi. Là, t'as ta part et là, tu la manges. Bref, donc là c'est vraiment pas agréable. Et du coup je le revends. On revend l'appart tout pile sans rien perdre. Ok. Ah, vous n'avez pas fait de plus-value non plus? Non, parce que pas bien acheté, pas bien acheté parce que c'était celui-là qu'elle voulait et tout. Je savais que c'était une connerie, mais bon, tu veux faire plaisir. T'es con. En fait, tu mets l'amour en dessous de la raison. Et en fait, là, je me suis fait une promesse. Je me suis dit, le seul tyran que je vais accepter, c'est la raison. C'est vraiment le seul joug que je vais accepter, ça sera la raison. Et du coup, je revends ça, je me libère ma place, et là j'achète tout de suite comme un bon. Et là je me dis, ok, j'ai 31 ans, là j'ai bien perdu, j'ai pas fait grand chose de ma life. À 35 ans, je me fais une promesse, c'est que je prendrai ma retraite. C'était irrévocable. Et la retraite va passer par l'immobilier. Et alors là, je charbonne comme un dingue. À ce moment-là, je retrouve en plus mon cousin, avec qui m'a dit, il faut que tu lises un livre. Je dis, il faut que tu lises un livre. C'est le même. Et là, en fait, on passe jusqu'à 3 heures du matin au bord de la piscine dans le sud de la France, et on dit, moi, de toute façon, on n'a qu'une seule chose, c'est bourrer. Et là, moi, j'achète 40 biens en 4 ans. Je bourre comme un âne. J'ai pas un seul euro de côté, j'ai 500 € de côté, parce qu'une séparation ça coûte cher, et je voulais faire vite, je voulais aller vite. Donc quand tu veux aller vite, les inventaires, tout, je dis, prends tes conneries, je m'en fous, c'est fini. Et je leur remercie en plus, parce que du coup, ma vie était tellement meilleure. Mais ouais, après ça t'a libéré finalement sur les projets que tu voulais faire. J'ai revendu le studio, aussi, parce que je me dis, ok, celui-là, je le dégage aussi, parce que si je veux vraiment aller, et comme ça, tu récupères un peu d'apport aussi. J'ai récupéré 4000 balles, mais ça me suffit. Mais du coup, ces 4000 balles m'ont servi où j'avais racheté une petite bagnole, une Clio 3 à l'époque, à 6500 balles, à la dégager. Donc, j'ai 0 page blanche, je l'ai dégagé. J'ai acheté une bagnole de merde, une C1 de commercial vieille de plus de 10 ans, unsexy à mort. Là-dessus, voilà, mais c'est pas grave, je m'en foutais. J'achète ça avec ce capital-là, après avoir acheté 2-3 apparts, et j'accélère. Et donc, j'ai acheté 40 apparts, je sors à 5600 cash flow. Sur les 40 apparts? Ouais. Okay. Je sors le soir de mes 35 ans, je fais une fête, dans un bar, j'invite tous mes amis, ma famille et tout. Puis, moi, je dis, écoutez, je prends ma retraite, quoi. Et tout le monde, c'est des conneries et tout. Je fais, si, vous savez, quand je disais que je faisais de l'immobilier, il y a certains potes qui me disaient, fais gaffe avec ça, tu vas te planter, c'est dangereux et tout. Puis, il faut plus en parler, faut pas en parler, tu dis juste que t'as des trucs, c'est tout, quoi. Et parce que ça te casse la tête quand t'as des très bons amis qui te disent ça. C'est dur. Ça te rentre dans la tête. Ça te tire vers le bas, ça démotive. Tu dis mais pourquoi tu me dis ça? Non, on est en train de boire une bière, c'était cool. Attends, on est avec ses clopes et tout en terrasse, bien. Et là tu me dis ça, ça te met quand même un coup. Tu sais, tu sens dans le vide là. Puis en plus, ça te met un doute quoi. En plus, tu dis est-ce que c'est la bonne solution, machin. Ouais, c'est ça. Et je fais non, on continue, on lâche pas parce que moi j'en suis là, j'ai déjà ça et je sais que j'arrive. Et finalement j'arrive. Et donc c'était 5006 de cash flow, sachant que j'avais encore des apparts qui n'étaient pas encore prêts. Et donc après je suis arrivé quelques mois plus tard à 7000 et quelques, donc j'étais vraiment bien quoi. J'étais vraiment très très bien quoi. Par contre un truc hyper dur quand même, c'est quand même d'aller claquer sa dème. Parce que là tu renonces quand même à un salaire qui tombe quand même. Mais tu sais que déjà que quand tu poses la dème, théoriquement, ça va être plus compliqué de lever aussi après de la dette. Donc tu vas devoir te contenter. Alors c'est déjà très bien 40 biens, je pense, tu vas faire. Mais tu sais qu'après, pour lever de la dette, ça va être plus compliqué, à part si tu fais de l'entrepreneuriat et que ça marche, mais il faut attendre quelques années. Ça. Là, j'avais la chance de pouvoir continuer. Ok. À lever de la dette. À lever la dette parce que forcément, j'ai gardé mes ratios.
Ouais. Ah oui, parce que du coup, ton cash flow permettait aussi. Et ouais, j'avais la vélocité du cash flow qui me permettait, puis je claquais pas, et je commençais à mettre de l'argent de côté. Okay. Pour montrer aux banques que je vis avec pas grand chose, et je fais, voilà, bon, attention, je me faisais plaisir aussi, je me cassais en voyage, je voyageais beaucoup, parce que, voilà. Mais je faisais gaffe à, c'était pas 20% de l'épargne que je mettais, mais beaucoup plus, quoi. Je mettais 60% en épargne. Donc, du coup, je montrais la vélocité. Que ok, il y a ça, le patrimoine ça se rembourse, ça capitalise, et en même temps l'excédent je le fais capitaliser, travailler aussi pour moi, je le garde pas sur vos livrets à la con. Donc ça c'est ce qui a permis que je pouvais encore emprunter, et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne aussi aux personnes. Par exemple, j'en pense à un. Alors attends, juste avant ça j'arrive là-dessus, c'est que du coup on est libre, beaucoup de monde nous demande comment ils avaient fait. Si on avait créé un petit Insta là-dessus, et puis les gens nous demandent de plus en plus, on dit bon, on va se structurer, on va faire un vrai truc, on va accompagner les gens. Donc c'est là qu'on a créé un organisme de formation, donc c'était cool, tu vois. Puis moi avec mes diplômes et tout, ça montrait aussi de la véracité, mon passé et tout, donc ça montrait que je savais faire, et puis je l'ai fait. Et en partant de que dalle. Et je dis, vous pouvez faire aussi, le faire, avec juste 500 balles en partant de 500 balles. C'est possible. Par contre, il faut bosser. Et que le samedi après-midi, tu mates pas une série Netflix. Et d'ailleurs, forme-toi plutôt à regarder ces 2 heures-là. Imagine tous les samedis, tu fais 2 heures. La trajectoire que tu as de connaissances à la fin de l'année, et sur plusieurs années, elle est dingue, quoi. Donc, on regarde pas des conneries. Et puis, il faut bosser. C'est clair, l'immobilier, c'est pas passif, ça, on le sait. C'est ça, c'est pas passif. C'est de l'entrepreneuriat. Ouais, en fait, c'est simple, mais pas facile. C'est simple à comprendre, il faut un loyer supérieur à l'échéance. Ça, c'est Puis il faut acheter un truc avec des travaux pour valoriser. La théorie, elle est facile à comprendre, mais la mettre en pratique, ça demande du temps, d'énergie et du stress. Et puis combattre ta boule de peur qui se fout là. Et tu dis, est-ce que je vais bien on regarde Insta et on va regarder des hucs, on va regarder un peu n'importe quoi, et ça reste ça, quoi. Et puis après, tu pars sur une vidéo YouTube, tu pars, tiens, je vais regarder une série et tout, et puis je vais faire la fête ce soir jusqu'à pas d'heure, et puis tu te mets une tôle, et le lendemain, tu fais rien. Et t'arrives le lundi, tac, t'es dégoûté. Ouais. Et donc, moi, je sais que avant j'aimais bien les vendredis soirs, mes after-work jusqu'à 3h du matin, sauf qu'après, j'ai coupé, à 10h, je partais, je me mettais la règle, tu vas de 6h à 22h, tu bois ce que tu veux. Donc, tu bois 3, 4, 5 pintes, 4 heures, c'est 5 pintes. Alors déjà, le lendemain, ça pique un peu avec 4-5 pintes. Non, ça va. Ça va. Franchement, ça va, parce qu'à 22, à 22, franchement, ça va, tu manges un morceau, et en fait, t'as quand même 8 heures de dodo. Si tu te lèves à 7h du mat, ça va, t'es clean. Et puis après, tu peux aller faire. Je dis pas que t'es pas non plus, t'es quand même mis un peu des bières dans le cornet, mais pas d'alcool fort. Et de toute façon, après 22 heures, les conversations se répètent. T'as beau être avec tes potes et tout, et en ligne, ça peut se répéter, donc voilà. Et le but, c'est ton objectif, tu l'oublies pas. Et après, tu referas des fêtes jusqu'à 3-4 heures du matin, et dans la semaine, comme tu veux, quoi. Ce que je refais d'ailleurs. Sauf si le lendemain, j'ai quelque chose à faire d'important. Et donc toi, j'avais organisé ma vie de ce style-là pour faire, quand j'avais une opportunité, je posais ma demi-journée et j'y allais, j'allais visiter 2-3 biens, et j'allais checker et tout, à fond. Je dirais, c'est 5-6 heures dans la semaine, en fait. 5-6 heures dans la semaine, ça produit le résultat là. Sachant que j'ai fait des conneries. Des grosses conneries. Et donc nous, on a enseigné et on continue toujours d'enseigner aux personnes qui veulent faire comme nous, à investir dans l'IMO. Et 5-6 heures par semaine, en fait, tu les sens même plus. Tu les vois même plus, quoi. Et ça change tout. Et là, Jérôme, par exemple, un gars, lui, l'immobilier, mais loin de sa galaxie. En un an, il a acheté 13 biens immobiliers. 1,3 million de patrimoine. Je dis, ça va pas mal, Jérôme. Et alors là, je lui ai envoyé un message, c'est un truc de ouf. Il dit, il a racheté plein d'autres trucs. Il a même construit un énorme hangar de je sais plus combien de centaines de mètres carrés et tout. Il est parti dans une trajectoire. Je fais, là, en valo, il est à 3,5 millions, 4 millions, quoi. Alors que le mec, à la base, partait de zéro. Zéro, quoi. Et rien avec des gosses et tout, quoi. Tu vois. Et ça, tu vois, alors, j'ai plusieurs questions pour revenir sur ton parcours, parce que du coup, on est allé un peu vite, on est passé de 0 à 40 biens. Ouais, c'est vrai, 0 à 40. Alors, je vais reprendre, je pense, la première question que beaucoup de monde se pose, quand on va si vite, c'est déjà comment tu as fait pour emprunter autant. Est-ce que c'est ton salaire qui était élevé? Est-ce que c'est vraiment
que tu maîtrisais vraiment tout l'aspect dossier bancaire. Alors tu me diras, oui, forcément, tu as été banquier, donc tu as été dans l'autre côté. Ouais. Quels étaient, on va dire, les ingrédients qui t'ont permis de lever autant Okay. Voilà. Comment tu as fait pour emprunter autant? En fait, déjà, je me suis bougé le cul. Je pense que c'est déjà c'est déjà la première chose. La première chose. La première chose, c'est se bouger le cul. Deuxièmement, au début, j'ai acheté des petites surfaces. Des petits studios et tout ça, parce que ça marchait bien, mais et donc ça allait vite à financer ça, les banques 50, 60 000 balles, ils s'en foutent. Donc j'allais voir une banque, ok bon, financer, ok ça marche, hop, je me remettais en recherche tout de suite pendant que ça courait, ça lançait, hop j'achète, deuxième, vous le voyez, tac tac tac, j'avais 6 banques, hein. Et je leur remettais, je leur encasais. Avec des banques différentes à chaque fois? Avec des banques différentes. Ok. T'as pas noué un partenariat de confiance avec une banque qui te suivait facilement? Si à chaque fois, je dis voilà, j'achète ça, tout, hop, celui-là j'achète dans l'autre banque et tout, et je leur disais, et comme j'apportais des très bons projets. Je ne faisais pas l'impasse sur mes métriques. Si c'était pas bankable, je le prenais pas parce que je savais qu'il allait me bloquer par la suite. Donc je faisais. Est-ce que tu avais un minimum de renta visé? Ouais, minimum 10 brut. Ouais, 10 brut. Okay. Et aussi je faisais gaffe parce que entre la nette et le brut, il n'y a pas beaucoup d'écart. Parce que si tu as un gros écart, si tu as des charges de malade. Voilà, donc les grosses copros, c'est pas pour moi. Et puis après, toi, j'ai acheté 5 studios. Ça, c'était très rapide, je les ai achetés en 6-7 mois. Donc je les ai enchaînés. Hein. J'ai dit, hop, en 2 semaines, hop, vous me financez, ok, c'est bon, ça marche. Celui-là, il est lancé, je vais en chercher un autre, hop, il est lancé. Une fois que c'est lancé, t'as rien à faire. Donc j'ai réutilisé ce temps-là pour en trouver d'autres. Et donc j'ai enchaîné. Est-ce que ta stratégie, par exemple, sur la partie, quand tu étais dans la phase studio, est-ce que c'était des trucs déjà loués, des trucs moches à retaper? Ouais, donc tu avais quand même la stratégie, on va dire la plus efficace, on va me dire, c'est régler des problèmes. Ouais, ça régler dans la vie, tu gagnes de l'argent en réglant des problèmes. Si tu règles pas de problème, pourquoi on va te payer? Pour rien, quoi, comme d'hab, quoi. Et donc, ça, j'avais fait ça, et à un moment donné, je dis bon, allez, on peut aller plus gros quand même. Je prends un F2, plus gros. Je prends un F3, plus gros, un F4 avec des colocs et tout. Immeuble. On va à l'immeuble. Et avec mon cousin, on dit on va à l'immeuble. Puis là, tu trouves des petits immeubles. Moi, j'aime bien aller chercher des petits immeubles dans les petits coins. Après, 2, 3, 4, 6, 7, 8, des gros paquebots et tout. Il y en a un, il y en avait 9, un autre 12. Enfin, tu vois, ça monte, quoi. Et on y va. Et en plus, tu montres aux banques que il y a l'amortissement. Parce que moi, j'ai le différé, je le pratique pas trop. Ah, ok, d'accord. Tu faisais pas de différé ni partiel ni total? Si, mais pas trop. Ok. C'est-à-dire pendant la phase de travaux, par exemple? Ok. Je tire pas 3 ans. Tu le négociais, tu l'avais, mais dès que tu commençais à voir les loyers, tu amortissais. Ouais, voilà. En fait, le truc, c'est montre à la banque que tu capitalises. Alors, c'est bien l'amortissement. Le différé, c'est cool pour faire la trésor. Mais si tu veux enchaîner, montre que tu capitalises. Et que t'es pas dans du vent. Parce que le jour où ça arrive, là, c'est vrai, c'est là que le jeu commence, en fait, hein. La partie, elle commence là, quoi. Alors là, que si tu montres que tu rembourses, et en fait, ton niveau de capitalisation à l'année, il va très vite, quoi. Il va très, très vite. Bon, écoutez, là, le patrimoine net, il s'est amélioré de 40 000 euros cette année. L'année suivante, il s'est amélioré de 70 000. Putain, la vélocité que ça fait. Ça va vite, hein. Donc, quand tu amortis après chaque année plus de 100 000 euros, 150 000, 200 000 euros, tu veux dire que la banque, elle te dit, ça rassure. C'est que si tu vois un bien, bon, t'as du cash qui rentre, quoi. T'as du cash qui rentre. Alors, là, je parle juste de la capitalisation, de l'amortissement. Plus le cash flow qui vient en plus. Donc, tu vois que tu améliores clairement ton dossier bancaire. Et vraiment, clairement. Et en même temps, tu places l'argent. Et qui tourne aussi. Et qui lui aussi grossit aussi. Donc, la banque, elle te dit, t'es rigoureux. Par contre, il faut être rigoureux, quoi. Tu vas pas claquer des bouteilles de oui en boîte et tout tous les week-ends à 300 boules et tout, et tu claques, tu flambes, quoi. T'as le droit de le faire de temps en temps, c'est pas de souci, même s'il n'y a pas d'intérêt à le faire au final. On est d'accord, mais on l'a fait. T'as mis ta petite bouteille de Bacardi, allez, vas-y. Tu payes 130 balles, allez, 130 balles, oui, juste pour avoir ta table VIP et tout, c'est cool, vous mettez du coca quand même. Bref. Mais on l'a tous fait. Mais au final, ça c'est le meilleur moyen de claquer du pognon. Et ce qu'il faut montrer, c'est que tu as une gestion de bon père de famille. Mais ce qu'ils veulent voir, c'est vraiment la capitalisation. Pour ça, l'enjeu de la capitalisation pour moi est hyper important. Je me suis pas enrichi. Regarde combien t'as remboursé. T'as remboursé. T'as fait faire rembourser par le locataire. Ok, beau. Et là, les mecs, ils disent, ok, bien. Et puis à un moment donné, quand il y a une banque qui dit, non, là, l'encours, il est chaud, on est 1 million, pas de problème. Tu vas voir une autre. Ils veulent aussi. Et tu dis que ils veulent te financer, mais voilà, on va bosser un peu avec vous. Bon, d'accord.
Et sur la partie, tu vois, tu parles de capitalisation, de l'importance de la capitalisation. Est-ce que du coup, tu prônes plutôt du coup des prêts sur 20 ans, 25 ans? Enfin, est-ce que tu veux vraiment élargir le plus pour avoir un max de cash flow ou justement trouver un juste milieu? Je sais qu'il y en a qui aiment bien rester sur 20 ans pour justement pas trop payer d'intérêt, rembourser plus de capital. T'es de quelle école, toi? Moi, je suis l'école que ça, c'est une connerie. D'accord. C'est vraiment une connerie. Les intérêts, c'est pas toi qui les payes. Deuxièmement, l'actualisation de la monnaie fait que dans 20 ans, ton euro, il vaudra plus un euro. Bah, de toute façon, tu le vois, regarde, 2001. Ta baguette, tu te rappelles combien tu l'as payé? En 2001, j'étais jeune, moi, j'avais 13 ans. Donc, Ah putain, mais t'as quel âge, toi? Je suis de 87. Ah, t'es 87? 37 ans. Mon frangin, ok, cool. En 2001, sincèrement, c'était 60 centimes. Là, t'es à 1,15 €. La même baguette. C'est x2, quoi. x2. Donc, ton argent, dans 20 ans ou 25 ans, il va être divisé par 2, voire même beaucoup plus. Même beaucoup plus. De toute façon, tu vois bien, là, l'euro, il se casse la gueule. Enfin, il faut de plus en plus d'argent pour payer la même chose. Ce qu'on appelle l'inflation. C'est ça. Plus l'actualisation de la monnaie par rapport aux autres monnaies. En fait, non, tire loin, on s'en fout. Puis c'est pas toi qui paye. C'est pas toi qui paye. Et puis, il y a aussi, je pense, de grandes chances que tu revendes aussi avant. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas la stratégie de tout le monde, mais... Moi, j'arbitre beaucoup. Ouais, voilà, je pense que l'arbitrage fait aussi partie des décisions qui te permettent d'accélérer, quoi. Ouais, en fait, ouais, ça, c'était un banquier qui m'avait dit ça. Ça me fait chier à l'époque parce que dans ma tête, je l'avais traité de con. Mais finalement, non. C'est qu'en fait, il m'a dit, ta croissance, ça va pas être comme ça. Il va falloir faire ça. Tac, 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 tac. Ouais, mais tu vas passer, voilà, mais tu vas passer plus gros parce que il va falloir vendre pour repasser plus gros. Il dit, non, moi, je garde tout, je capitalise. Sauf qu'en fait, non, il avait raison. Et du coup, j'ai revendu des biens pour pouvoir faire un jump plus gros. C'est ça. Dit, ah ouais, ok. Et du coup, tu libères une ligne de crédit, donc tu as plus de capacité d'endettement. En plus, tu peux mettre un peu d'apport ou jouer au moins sur le fait que tu pourrais mettre de l'apport. Tu pourrais mettre de l'apport. Tu dis, regardez, j'ai ça sur mon compte, donc prêtez-moi plus au cas où. C'est ça. Je te dis ça parce que c'est ce que j'ai fait pour mon projet de RP rentable dont je te parlais juste avant. J'ai vendu un de mes biens qui était le plus chiant à gérer, le moins rentable et qui était le plus chiant à gérer. Oui, le plus chiant à gérer. Tiens, d'ailleurs, on va faire aussi un truc sur la gestion. Mais juste pour finir, donc moi, dure et longue, clairement. Différé, mais pas trop. Donc si tu n'en as pas besoin, en fait, si tu n'en as pas besoin, le fais pas. Ok. Ah, mais s'il y a des travaux, c'est quand même plus confort, quoi. Là, tu en as besoin. Ouais. Pour moi, c'est un besoin. Donc, et plutôt différé partiel, total? Il y a des écoles. Hein. Des fois, tu prends ce que la banque te donne. Hein. Ouais, c'est ça. Ah non, je vais faire le total. Ah non, tu prends ce qu'on te donne. Et puis, parce que je te dis ça parce que on a été confronté à ce sujet avec ma femme justement parce qu'on a eu, alors, malgré notre situation compliquée, on a eu 2 prêts, un avec différé partiel 3 ans, un avec différé total 20 mois. Ok. On a choisi le total parce que pour éviter le double loyer, machin et tout. Ouais, mais bien sûr. on sait aussi que quand tu fais un différé total, t'as les intérêts qui se capitalisent, donc voilà. Ouais, ça fait un petit peu mal, mais dans nos calculs, on s'est rendu compte que l'un dans l'autre, on était à peu près pareil. C'est une souplesse qui te permet de passer un cap qui peut être un peu compliqué. Psychologiquement, ça nous aide à nous dire que on n'aura pas le stress des travaux. On sait que ça va durer 1 an. On se dit que putain d'avoir un double loyer parce que quand c'est ça le délire. Hein, t'as un double loyer pendant 1 an, ça pique quoi. Tu vois. Donc, mais le truc c'est que tu sais qu'après ces intérêts, avec le projet que tu vas faire, de ce qu'on a parlé, c'est pas toi qui vas le payer. Oui, bien sûr. C'est le locataire qui va me payer la moitié. Gling, ça va bien se passer. Donc au final, c'est un faux problème. C'est ça. C'est pour ça qu'on a choisi le total. Oui, voilà. Pour ça, moi je dis, si tu peux avoir le total, parce qu'un différé, faut que ça soit du vrai différé. C'est du total. S'il te donne un partiel, tu le prends quand même. Tu prends quand même, Tu le prends quand même. Et ça te permet de passer le cap, quoi. Et surtout les premiers, ça te permet. Mais une fois que ça y est, tu le rentres, tu prends 1 ou 2 mois de loyer, pas plus. Ça te fait l'avance pour la taxe foncière. Ça dépend où t'es dans l'année. Et après, tu le casses. Ouais, c'est ça. Et hop, on rentre en amortissement parce que les banques, elles aiment bien que tu rentres en amortissement. C'est quand même bien, quoi. Par contre, si d'application bancaire, ça c'est chiant. Pour la gestion, ça franchement c'est chiant. C'est pour ça qu'on arrive sur la gestion. Ça c'est quand même relou, quoi. C'est quand même relou, mais après ça te permet d'avancer, quoi. Bien bon, ok, ça c'est bon. Puis tu regardes tes encours, puis tu dis à la fin d'année, j'ai quand même bien remboursé, c'est quand même cool. Merci, voilà. Et donc sur la gestion locative pure et dure, moi j'ai fait des conneries. Je prenais tout et n'importe quoi. Dans le sens où tu prenais tout n'importe quoi en locataire ou en agence? En locataire. Ok. Parce que je dis bien, il faut que je trouve un mec qui me rembourse le prêt rapidement, parce que comme moi je voulais vite rentrer en amortissement, donc toi tu choisissais vite le locataire. Ouais, mais trop vite.
Et surtout, c'est que je prenais, même avec les aides, je prenais. Je dis, ah, vas-y, c'est bon, les aides full aide, je prends, full RSA, APL et tout. C'était une connerie, mais vraiment une connerie. Je veux plus de ces gens-là, je veux plus de ces cassos-là. Clairement, j'en veux plus. Parce que tu peux pas communiquer avec ces gens-là, parce que t'es pas sur la même longueur d'onde. Les mecs, ils bossent pas. Donc déjà, t'as pas la valeur travail, comment tu veux communiquer? Ça fonctionne pas. Donc maintenant, je ne prends que des gens qui travaillent. Alors, il peut avoir des aléas, te faire virer et tout, mais quand t'as déjà la valeur du boulot, c'est pas la même réflexion, t'entretiens mieux ton bien, etc., etc. Donc moi, tout ce qui est RSA, avec allocation adultes handicapés qui sont très tronqués, parce qu'il y a un... D'ailleurs, ça m'énerve, je sais pas si on ouvre la parenthèse là. Elle est tellement facile à obtenir, en bidonnant. Ah ouais. Tu dis que t'es malade mental, avec telle maladie, t'es en dépression et tout ça, tu peux l'obtenir. Moi, je sais, j'avais des locataires qui avaient ça, et putain. Alors que le mec, ça va, hein. Il jouait à la PlayStation et tout, il était bien, il vivait, donc il se prenait, je sais plus combien de centaines d'euros. Moi, j'avais des gars, ils se prenaient mais 2500 balles d'aide. Je dis, non, mais en fait, je veux plus de vous. Je veux plus de vous. Vous n'allez pas contribuer à ma richesse parce qu'en fait, mes impôts, vous payez ça. Donc, c'est hors de question. Donc, je prenais plus ces gens. Et puis, ces gens-là, en fait, ils restent trop longtemps dans l'appartement. Quelqu'un qui reste trop longtemps dans l'appartement le dégrade plus vite. Alors que quelqu'un qui travaille déjà prend plus soin des choses. Mais du coup, il est moins à la maison aussi. Et il est moins à la maison aussi. Non, mais c'est vrai, il est moins à la maison. Et ça change tout. Et c'est pour ça que j'ai dit stop cassos. Je pars sur des gens bien, qui travaillent. Et franchement, ça change tout. Alors là, tu touches une autre thématique aussi. C'est est-ce que c'était lié au secteur? Est-ce que tu as changé aussi ta stratégie de secteur? Parce que, ou pas forcément? Parce que je sais qu'il y a forcément, quand tu prends des zones plus rentables, généralement, c'est des quartiers un peu défavorisés où justement. Ah ouais, non. Donc tu vois, est-ce que ça a joué? Est-ce que tu vois, peut-être tu visais absolument la rentabilité, peut-être t'étais dans des zones qui étaient populaires et du coup t'avais pas trop le choix aussi, ou t'étais quand même dans des bonnes zones et tu disais bon vas-y je prends voilà des profils pas top et ouais. Alors quartier populaire j'ai fait une fois, stop, c'est pas pour moi. Alors c'est pas cher hein, mais oui c'est rentable mais par contre c'est de la gestion, c'est de la prise de tête, et puis t'es pas tout seul, enfin bref c'est le bordel quoi. En fait le bien ne t'appartient plus. Donc ça j'ai vendu. Voilà, toi ça faisait partie de l'arbitrage. Non, moi je prends des zones moyennes, mais c'est là où tu as tous les profils aussi. Par contre je fais quelque chose de bien. Au début je faisais peinture blanche simple et tout, sauf que je pimpais maintenant, je pimpe mes biens pour qu'ils soient un peu plus sympas et attirer des profils plus sympas aussi, tu vois. Et faites pas du cheap dans la réno, ça se voit, ça se voit. Et t'améliores ça un petit peu, c'est pas beaucoup plus cher. Une fois tu rajoutes peut-être 2000 balles sur les travaux, sur une enveloppe de 20 000. Franchement, c'est rien du tout pour une tranquillité d'esprit derrière qui est. Ça. À la fois pour la gestion, à la fois pour la revente, à la fois pour la qualité des locataires, surtout. Pour tout. Et puis même le locataire, il est même heureux de venir te louer ce bien-là parce qu'il dit même merci et c'est cool parce que toi quand t'as des retours comme ça, tu dis c'est cool. Mais là l'immobilier c'est vraiment génial parce que t'as mis du cœur à l'ouvrage, t'as pensé un peu le truc différemment, t'as ajouté des petites touches sympas, t'as mis un peu de déco stable, tu vois. Et les gens ça change tout quoi. Et t'attires des gens mieux. Et puis moi je rechigne pas quand il y a un petit problème à rendre leur service le plus rapidement possible dans la journée si je peux, tu vois. Parce que c'est des gens qui sont cool, qui cassent pas les couilles et que quand ils ont un problème, c'est que c'est un problème vrai. Genre un chauffe-eau qui a lâché, ça personne pète un chauffe-eau. Ok, attendez, je vous le change le plus rapidement possible et tout. Je me démerde. Des fois, même moi, je vais le chercher, je vais le poser moi-même. Ça m'est déjà arrivé quoi. C'est bon, c'est pas compliqué de poser un chauffe-eau quoi. Ou un problème électrique. Attendez, on va voir ça tout de suite. Faites-moi déjà une vidéo WhatsApp pour que je vois ce que c'est. Là, avec plaisir, je leur rends service. Avec plaisir. Et du coup, tu fais un autre truc là qui m'interpelle sur la localisation de ta stratégie des biens. Est-ce que tu as tout fait autour de chez toi? Est-ce que tu es allé plus loin? Comment tu es... alors là, mais là, parce que moi c'est un des trucs, je sais que investir à distance, moi ça a été pas une super expérience. Et comment t'as géré ça? Parce que je l'ai mis sur 40 lots, t'as pas tout pris à côté de chez toi. Non, moi j'ai acheté beaucoup dans l'est de la France, mais pas. Parce que c'est là où t'habitais avant? Ouais, c'est ça, j'habitais à Nancy moi à la base. Et donc c'était quand même près de chez toi avant? C'était près de chez moi avant parce que je pensais qu'il fallait faire ça, puis ça me rassurait. Donc finalement non, moi du coup avec Jean, on s'est dit on va être chasseur de renta. Donc on partait en partenaire, on foutait le matelas derrière, on traversait la France, on a traversé la France dans tous les sens pour chercher de la renta quoi. Donc on a acheté à 800 km, on a acheté partout. Et du coup c'était cool parce que ça le faisait bien, toi. Et on a acheté des bonnes rentas. Et gérer à distance, ça se fait, surtout avec les téléphones portables, ça se fait. Dans les années 90, je l'aurais jamais fait. Ouais, ça aurait été plus compliqué. Là, t'es avec l'artisan, de toute façon dans le deal, on fait des calls vidéo WhatsApp. Ok, vous me montrez ça je vais voir derrière. Ok, vous avez bien fait ça. Ça le fait quoi. Et puis on bougeait, on y allait aussi.
Moi, j'avais pas de gosse à l'époque aussi. Ça va être pas mal. Voilà. Quand même, faut le dire. Mais même avec des gosses, en fait, ça passe. C'est un deal avec ta femme que tu fais. C'est ta partenaire. Le but, c'est on monte le patrimoine. Tu dis, ok, moi, je vais en chier, je vais aller. Parce que le plus dur, c'est pas de rester avec l'enfant. Hein. Et mais je suis toute seule avec les gosses. Non, non. Le plus dur, c'est de partir et d'aller gérer les trucs. Tu rentres, t'es mort et tu continues ta semaine de travail de la semaine, quoi. Ça, c'est le plus dur, en fait. Hein. Donc, tu dis, tu gères les gosses, je vais gérer ça. Et ça, ou c'est elle qui y va, hein. C'est aussi dans les deux sens. Comme ça, on voit aussi les deux côtés, quoi. On voit qui c'est. Bah, vas-y et tout. Ah non, je peux envie de faire la route. Ok, bah, j'y vais. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis tu fais pas la fête, t'as pas le temps de faire la fête. Parce que des fois, ça peut dire, ah, mais tu vas te barrer pour faire la fête. Alors, je t'explique. Là, je vais me frapper 1500 bornes dans le week-end. Je pars vendredi. Je ne vais pas voir les potes. Toi, tu vas les voir et t'as les trucs. T'as le meilleur parti. Voilà. Et donc du coup c'est quoi les villes que tu as ciblées aujourd'hui? Ton patrimoine il est grosso modo dans quel grosso modo c'est les villes en Meurthe-et-Moselle. Moselle, ça va pas te dire grand chose. Et Vosges aussi, et Meuse. J'ai tapé vers Béziers, l'Occitanie, j'ai tapé aussi Perpignan. Donc là c'est quand même plus proche de là où tu habites aujourd'hui. Ouais. Mais t'as tapé grosso modo à 2 heures autour de les endroits où tu connais, où tu as habité, quoi. Ouais. Okay. Bah en fait j'ai habité après dans le sud. Ouais, d'accord. Après ces investissements là. D'accord, ok. T'avais comment? Je faisais Nancy et on faisait toute la ligne. Puis on voyait des fois on s'arrêtait. Waouh, t'as peut-être une bonne affaire vers Mâcon. Bon, on s'arrête. Il y a combien de temps? On y est dans une demi-heure. Ok, hop. On allait voir tout. Bah c'est pas bon. Hop, on redescend. On est allé dans les patelins. On a été à la Bourboule et tout ça. Dire t'as un Bourboule, il y a une bonne affaire peut-être et tout. Ouais, on appelle au téléphone. Ouais, ça a l'air bien. On y va. Ça faisait 4 heures de route, on s'en foutait, on y allait. C'était chaud, quoi. C'est chaud. Ouais, mais en même temps, c'était marrant. J'étais avec Jean, le cousin, on rigolait aussi en même temps dans la bagnole. Et puis on brainstormait, on faisait des masterminds dans le partenaire. T'imagines même pas, c'était trop cool, quoi. Okay. Et on traçait comme ça. C'est pour ça que la localisation, moi, c'est qu'on cherche des biens. Donc, et puis tu peux gérer ça à distance, quoi. Ok. Et après, sur on va dire la forme juridique sur laquelle vous avez commencé, donc, direct. Au début, c'était quoi, au nom propre au début, toi et Jean, chacun de votre côté? C'est ça. Et ensuite, quoi, LMNP, vous avez fait principalement? Ouais, au début foncier, comme un con. C'est précis bien, comme un con. Après, LMNP, forcément, ça c'était une belle niche. Meublé de tourisme, en nom propre toujours. Puis des SCI avec la holding. Après, vous avez fait SCI à deux, toi et ton cousin, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Okay. J'avais des SCI aussi avec mes frères aussi. Okay. J'ai fait aussi acheter les holdings qui traînent par là, et toi ça permettait de monter, et voilà, quoi. Et de toute façon le meilleur montage et le plus stable c'est quand même SCI Holding. Là le MNP il faut vraiment pas te foutre, tu te mets à 20 000, 20K max. Ouais. Mais après t'as quand même, si tu dépasses pas les revenus de ton salaire, t'es le jour où tu te barres, t'es en reverse et là t'es mort. Là tu passes en MNP. C'est dans le cas où tu t'expatries, quoi, c'est ça? Non, c'est même pas que dans le cas où tu t'expatries, c'est que t'arrêtes ton travail de salarié. T'arrêtes ton travail salarié. Okay. Là tu bascules. Là, c'est 100% de tes revenus. Là, t'es mort. Là, tu passes en LMP. Et là, par contre, t'es bloqué tout de suite. C'est pour ça que tu restes en dessous des 23 000, enfin 20 000. Ouais, c'est une bonne niche comme le foncier. En fait, il y a des parties de bonne niche dans le foncier. Hein. Oui, si tu fais des travaux, tu peux imputer sur l'impôt sur le revenu. Ouais, et puis tu vois que sur 7 ans, tu fais ça et tu le revends au bout de 7 ans. C'est ce que j'ai fait aussi, toi. Et ça, le régime foncier, il est hyper stable. C'est un des plus stables en France. C'est vrai que le LMNP, il est pas trop en vogue en ce moment. Hein, Non, en fait, il est bien pour commencer, en fait. Ouais. En dessous de 20K, c'est bien. Et je dis en dessous de 20K à l'heure actuelle parce que les loyers vont augmenter et tout, ça va augmenter pour pas dépasser dans quelques années le 23K parce que ça va vite. Hein. Après, théoriquement, si tout va bien, il devrait aussi augmenter le plafond. Si on suit l'inflation, ouais, mais je trouve qu'il n'a pas beaucoup augmenté, moi, depuis plusieurs années. Tu vois, donc je préfère me garder un gap. Moi, je suis très stratégie à l'avance mathématique et de dire, ok, projection de 30%, ça va augmenter et tout. Ces loyers-là, ils ont cette tendance à... Je prends les trucs factuels et ok, bon, bah là, à ce point-là, je le toucherai pas. Tu vois. Et là, moi, je suis bien. Toi, ma maison, elle est en NMNP, et le tourisme, je me cale en dessous. J'ai plus que ça en direct, juste ma maison, parce que quand je la loue, ça va vite. Ça va très vite. Et en fait, ça me paye la maison. Le but, c'est que la maison ne me coûte rien. Tu sais ce qu'on disait avec ta maison aussi, ce que tu vas faire, ta maison ne doit rien te coûter, quoi. Bah ouais, bien sûr. Et puis c'est le meilleur des plans. Hein. C'est le meilleur des plans. J'ai appris le mot anglais, ça s'appelle du house hacking. Ce que je veux faire. Tu connaissais cette expression? Non, pas du tout. Moi, j'ai dit ça, j'achète une RP rentable, mais ça s'appelle du house hacking. Ah bah oui, c'est une pratique anglophone qui, bah voilà, on n'est pas les premiers à l'inventer, quoi. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Par contre, ça, tu peux pas le faire partout en France, tu vois.
Comment ça? Ah, t'es dans l'est de la France, ta maison, en été, tu vas pas beaucoup la louer. Ouais. Alors moi, pour le coup, je suis pas sûr de le louer que en Airbnb. Hein. On pense à le louer aussi en longue durée, quoi. Moi, je serais toi, si tu veux pas avoir toujours les mêmes voisins, je la louerais en location pour te Après, bon, on fera un accès séparé, hein, mais ça, on va voir. On va peut-être tester en Airbnb pour commencer et voir. Parce qu'après, tu as aussi la région où t'es et sur la Sorgue, moi personnellement, je fous ça en LCD. T'es à côté, ça te permet de garder toujours le bien au top et c'est le plus bankable. Hein. C'est à calculer, voir ce qu'on peut générer en revenu. Il faut que parce que je sais qu'en longue durée, on peut louer ça bien aussi. Je dire, ouais, je suis déjà sûr que tu gagnes plus d'argent en LCD. Hein. Après, t'as la gestion, quoi. Mais bon, après, t'en as à côté. La gestion, c'est bien, t'es à côté, c'est easy. Pas trop long, quoi. Ouais, c'est vraiment easy. Quand tu trouves une femme de ménage, dans le coin, il y en a, c'est facile. Ah, pour moi, c'est un no-way. Ok. Parce que moi, nous, on était encore en train d'hésiter sur l'exploitation. Bon, on a le temps, c'est dans un an. Non, mais en plus, ça te permet que quand il y a des trous, t'as la famille qui vient, tu peux les loger aussi. Ça, c'est pas mal. Pour la famille de madame qui vient de Colombie, cool. Donc quand ils viennent, c'est jour long, quoi. Sinon, tu les fous, vous êtes tous vivants entassés chez vous, c'est pas cool, quoi, tu vois. Alors que là, t'as le meilleur des deux mondes. En 10 nuits, ça fait ta location sûre du mois, en longue durée. Après, bon, bref, on va. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais c'est bien. On est là pour parler de toi. Non, mais voilà. Mais forcément, parce que je donne mon cerveau comment je fonctionne. Sûr, je sais qu'à 30% de taux d'occupation, sachant qu'ici, on est plutôt à 60, 65. Ouais, mais tu vois, c'est que pendant la période estivale. Tu vois, je pense qu'en février, pas de beaucoup rempli. Détrompe-toi, t'as plein de travailleurs. Ouais. Qui vont louer une maison de 80 mètres carrés. Tu sais, le mec, il met une équipe de 4 personnes dedans. Ça coûte beaucoup moins cher de foutre chez toi que de prendre des hôtels, hein. Et puis les gars ont plus de stabilité, ils ont un grand espace et tout. Ah, faut pas sous-estimer ça, vraiment. Ouais, à voir. Mais ouais, moi je l'utilise cette technique-là, c'est très très bien. Ouais, et de toute façon après, je pense que tu as raison, c'est mieux de le faire dans ce sens. D'abord tester le Airbnb, et si ça nous saoule, on passe sur en plus, alors que quand le contraire, plus compliqué de les virer. Thomas, on a des droits. Ah oui, c'est vrai. Je peux pas vous. Bah non. Surtout que là, c'est une zone de conflit. Toi, ça va t'énerver. C'est les voisins, machin. Ok, tu m'as convaincu. On va faire du LCD pour commencer. En tout cas. C'était pas le but, mais bon, bref, ça marche. Ok. Alors. Donc voilà, j'ai acheté des biens et tout. On a acheté 104 biens immobiliers avec. 104. Ouais, 104. Lui, il a commencé à acheter aussi là au Mexique. Okay. Donc on commence à diversifier. Acheter aussi. Là, il a acheté à Dubaï. Il va faire un flip. Moi, je sais que je vais aller acheter en Thaïlande aussi d'ici 2 ans. Parce que j'avais déjà été voir sur l'île de Koh Samui. Alors soit à Koh Samui, soit à Koh Phangan. Donc je regarde. Surtout ce que je vais regarder, c'est celle qui est plus vulnérable au tsunami. Parce que moi, il y a eu une fois un tsunami en Thaïlande, donc je me dis, il peut revenir. Donc voilà, c'est très bête, mais il y a une zone volcanique quand même, donc voilà. Ça, et puis ouais, ça serait acheter une villa. Alors du coup, par contre, t'achètes cash là-bas. Mais avoir un bien ailleurs dans le bout du monde, ça peut être cool aussi. Quoi. Et l'objectif serait quoi? Serait de faire de la renta louée ou d'y aller? Ouais, et d'y vivre aussi 5-6 mois dans l'année. Ok, ouais, donc vraiment, en fait, l'hiver, je déteste parce que ça commence quand même en octobre, 1er octobre, jusqu'à avril, et moi, je déteste ça, donc partir là-bas, ça sera bien plus doux, plus agréable, quoi. Ok. Moins douloureux, et puis, tu vis une belle vie, quoi. J'avoue. C'est vrai que la Thaïlande, c'est cool, quand même. C'est quand même vraiment chouette, quoi. Puis pour 250 000, t'as une belle villa, hein. Ouais, j'imagine. Une très belle villa, t'es bien. Puis t'as du personnel, t'as tout, c'est un autre confort. Ouais. Et après, tu reviens en France, c'est cool, t'as les meilleures périodes. Donc, l'été. Puis ça fait un pied à terre pour les copains ils viennent. T'attires les potes là. Ouais, venez les copains et tout, c'est cool quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment notre objectif avec ma femme de faire ça. Quoi. Et voilà. Et à côté de ça, la capitalisation boursière. Ok. Mais j'allais y venir justement, parce que là du coup on a parlé d'IMO. Ouais. C'est quoi ta stratégie? Quelle était ta stratégie en bourse pendant les périodes, on va dire, de capitalisation quand tu faisais de l'IMO? Est-ce que tu en avais? Ou est-ce que tu étais que full IMO, utiliser la bourse, on verra après, ou tu investis un peu ton cash flow en bourse? Comment tu procédais? Alors, il était sûr que je faisais déjà jamais d'assurance vie. Parce que c'est de la merde. Ok, alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que les banques te prennent la marge, ils te donnent 3%. Alors, ça, l'argent que tu fous en assurance vie, elle est placée en action. Ils disent, on met un peu de sécurité à tout, c'est du bullshit. Alors, du coup, là, moi, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que j'en conseille.
mais moi je fais je sais pas si tu sais, je fais CIF CGP aussi, mais au conseil indépendant, donc c'est-à-dire que moi je touche pas de rétrocom, je fais que de l'honoraire. Ce qui fait que voilà, j'ai une vision à 360 et moi la partie action, je la conseille jamais sur une assurance. Je vois pas d'intérêt en fait, dans la mesure où tu as les mêmes choses sur le PEA. Je vois pas pourquoi tu vas payer des frais de gestion pour l'assurance. Et si je conseille de l'assurance vie, ce sera jamais sur une banque traditionnelle, ce sera sur une assurance vie en ligne qui prennent les frais les minimums et pour mettre les actifs qui sont pertinents. L'assurance vie, tu la bacs en France ou tu la bacs ailleurs? Alors ça dépend, malheureusement, ça dépend du montant de patrimoine. Mais on est d'accord que le mieux c'est de la baquer pas en France. L'idéal ce serait de l'assurance vie luxembourgeoise. On est d'accord. Parce que termes de sécurité et compagnie. Après l'assurance vie en France, moi je pense que ça reste pas forcément. Alors je vais te laisser d'avoir développé pourquoi t'aimes pas. Et après peut-être qu'on débattra sur. Parce que j'en ai vendu un paquet en banque. Oui, mais parce que du coup t'étais dans la peau de moi ce que je combats, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Il nous dit, les gars, là on nettoie le cliquet. Parce que t'as frais de versement, frais de gestion, frais d'arbitrage, unité de compte d'investissement, voilà. Mais en fait, parce que t'as vu le pire du métier, quoi. Ouais, saloperie, mais une saloperie. Mais aujourd'hui, tu peux faire de l'assurance vie sans assassiner le client, tu vois. Alors, c'est possible. Si elle est baquée au luxe. Alors là, tu parles pour la sécurité des fonds. Ouais. Mais si on parle juste en termes de fonds, si on parle juste en termes de frais et de ce qu'il y a de dispo. Même ça, t'es pas fan. C'est combien les frais? Le plus bas qui existe aujourd'hui, c'est 0,5 en frais de gestion. 0,5% de frais de gestion l'année. Bah ça me fait déjà mal au. Ah, ça fait mal au derche, on est d'accord. Ouais, ça me fait pas marrer ça. Vraiment pas. Moi, toi, j'aime bien le bon compte titre ordinaire sur Interactive Broker. Frais néant. Ça marche. T'as du cashback, même si tu le places pas, t'es quand même placé à 3. Si tu te mets en dollars, t'as un peu plus. Tu te mets dans une autre monnaie, tu peux avoir jusqu'à 5% sur le pesos mexicain. Bon, après, il y a des variations, faut pas les regarder. C'est tellement mieux rémunéré. L'argent bouge très facilement. Faire un virement de 100 000 €, c'est très facile. Dans les assurances vie, c'est un bordel pas possible. C'est très long, très compliqué. C'est ça que je déteste aussi parce qu'il y a une inertie. Tu n'es pas propriétaire de ton argent. Ça, c'est vraiment quelque chose de détestable pour moi. Ça, c'est vraiment, c'est très personnel. Non, mais ça, je te rejoins là-dessus. C'est un des inconvénients, c'est que l'assureur, il est, voilà. Et puis, il veut pas. Et puis, surtout, c'est qu'en France, il y a cette putain de loi Sapin 2 et qui dit aussi, qui a été renforcée par un autre article de loi, je sais plus c'est lequel, qui dit que si l'assureur se sent, met sa pérennité financière en danger, ne te versera pas les fonds. Alors, tu t'imagines ça? Ça c'est un scandale. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Donc tu dis, attends, mon pognon, tu vas pas me le redonner parce que tu vas te sentir en danger? Alors il est où l'argent? Alors, la loi exactement, elle dit, alors je te dis les textes de loi, parce que je suis en train de faire un épisode sur le sujet justement. Super. Qui dit justement, je vais l'appeler un truc genre l'arnaque du fonds euro, tu vois, pour montrer un peu ce qu'il y a derrière le fonds euro. L'arnaque du fonds euro, c'est coquin ça. Ça c'est pour faire un peu du putaclic, mais je sais pas si je l'aimerais comme ça, mais j'aimerais l'appeler comme ça. Bref. Franchement, appelle-le comme ça, ah, c'est trop bien. Et bon voilà, sur le fonds euro, voilà, il y a ce problème de la loi Sapin 2, et j'ai bien re-regardé la loi, et en gros, ce que ça dit, c'est qu'en cas de forte remontée des taux, l'assureur se réserve le droit de bloquer pendant une période donnée le rachat de tes fonds. Ouais, et certaines unités de compte si la crise est plus importante. Donc pérennité des fonds, donc sa pérennité financière. Sachant que normalement sa pérennité financière, ça passe en argent, donc ça ne doit pas le mettre en cause. On est bien d'accord. Sauf que comme ils font nimp avec le pognon, du coup leur pérennité financière, quand tu retires, ah bah non. Et du coup, ils mettent du temps aussi à te le redonner. Il faut des fois 3 semaines, 1 mois. Parce qu'il faut que ça soit douloureux pour récupérer. Ça, c'est déjà pas normal. Et quelle est la grille, du coup, de remontée des taux? C'est au pifomètre, hein. Rien n'est marqué, il n'y a rien de... Alors pour le coup, pour leur défense, en 2022, quand il a fort remonté des taux, il n'y a pas eu de problème. Donc moi, c'est un truc que je trouve rassurant, quand même. Après, je trouve pas rassurant. Je connais des gars qui ont essayé de sortir 150 000 balles. Ils ont mis 6 mois. Ah ouais, 6 mois. 6 mois, parce que les assureurs bloquaient. Pendant la remontée des taux? Ouais. Ok. Bah, c'est pour ça que je te dis... T'es le premier à qui j'entends ça, tu vois. Ouais, et le mec, en plus, il pesait, hein. Il pesait, il avait du M, hein, quand même, le gars. C'était pas rien, quoi. Toi, c'était pas un rigolo, quoi. Ah, bah, on a perdu le dossier. Ah, bah, attends, il faut le refaire. Ah, bah, il y a une clause, ça, il faut... Que des conneries. À chaque fois, il m'avait montré. Et franchement, c'était toujours la même demande de retrait qu'il faisait. Sauf qu'il changeait la date. Mais c'était toujours la même, à chaque fois il me montrait. Et ça, c'était pas un cas isolé, il y avait un autre gars aussi, et en fait, ils veulent pas redonner les fonds, parce qu'en fait, les fonds sont placés. Et pour ressortir l'argent, mais ils galèrent, mais parce qu'en fait, ils n'ont plus la masse monétaire qui gère. Ça, c'est un problème. C'est pour ça que la pérennité, et donc, je me dis, attends, il y a bien un truc que j'ai appris, parce que je me suis fait avoir sur pas mal de placements, je ne mets plus d'intermédiaire entre moi et l'argent.
C'est ma règle fondamentale. Et depuis que j'applique ça, je n'ai plus aucun problème de perte d'argent. Ah, mais finalement, si tu vas sur un compte titre, l'intermédiaire, c'est Interactive Broker, quand même. Ouais, c'est Interactive Broker, sauf que moi, j'appuie sur un bouton, ça rentre. J'ai pas un formulaire à faire. C'est vrai. C'est vrai que c'est un des inconvénients d'assurance vie. T'as toujours une inertie il faut que pour j'aille te voir. l'arbitrage. Par exemple, toi, t'es GDCP. Faut que j'aille te voir. Ah non, mais pas toi, mais ce que je veux dire, c'est que moi, genre, tu vas voir ton gars chez Generali, je sais pas quoi. Oui, non, mais je suis d'accord. Ça, il y a un formulaire. Le formulaire, après, il va passer en dossier administratif. Dossier administratif, ok, maintenant, il va passer en comptabilité pour pouvoir le sortir. L'inertie du truc est que si à mon avis, waouh, merde, parce que quand ils disent, ils regardent leur ratio BAL, et oh là, on n'est pas bon, on peut pas sortir les fonds, on attend. Et t'attends, et te font attendre. Ça, c'est pas normal, parce que leur pérennité financière, et encore, ils vont te le donner, mais ils mettent du temps. Et toi, tu peux perdre des opportunités, des très belles opportunités. Des fois, quand tu dois acheter un truc, tu dis, bah, je fais ça en condition suspensive de prêt, et tu dois aller vite, parce que tu as fait une putain d'affaires, et tu peux faire un x2. S'ils te bloquent, bah, t'es bloqué. Moi, quand il a fallu que je sorte à mon avis 100K, je les ai sortis, j'ai pu acheter, hop, et j'ai fait mon flip. Ah, mais alors, pour le coup, tu vois, l'inconvénient que tu dis sur l'assurance vie, il est vrai que que la liquidité elle est là, mais voilà, ça peut prendre du temps et tout. Alors moi, à titre perso, je l'ai jamais vu. Ça, moi, j'ai toujours réussi à récupérer mes fonds rapidement sur l'assurance vie. Mais pour le coup, sur la Velux, parce que t'as un statut aussi différent, parce que t'es quand même, tu es apporteur d'affaires. Non, pas du tout. Là, je parle moi en tant que particulier. Alors, j'ai pas aussi, je vais pas te mentir, j'ai pas d'énormes fonds aussi, donc peut-être que sur les plus gros patrimoines, c'est différent. En tout cas, pour moi, j'ai jamais été, enfin, du moins sur les assurances vie que j'utilise et que je recommande, j'ai jamais eu ces soucis-là. Par contre, tu vois, ce que tu dis, c'est sur la Velux, pour moi, c'est encore pire alors. Parce que sur la Velux, l'inertie, elle est vraiment beaucoup plus violente. Pour travailler avec des courtiers en Velux pour certains clients, administrativement, c'est un enfer. Il n'y a rien qui est digitalisé. On est d'accord. Et c'est beaucoup plus long. L'enfer du luxe. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pire qu'en France. Par contre, c'est de l'argent que tu sais que tu as ton CTO et ça, tu veux bien le mettre là-dedans pour le baquer. Par contre, il est beaucoup plus baqué, t'es beaucoup plus protégé en cas de problème. Ça, c'est vrai. Voilà, et par contre, le temps de récupérer ton argent, c'est beaucoup plus long que sur, t'as beaucoup plus de paperasse à faire. Ça, je suis entier. Alors ça, par contre, t'as 100% raison. Néanmoins, c'est vraiment ton trésor de guerre. Celui-là. C'est vraiment le trésor de guerre que tu exposes le plus faiblement au marché. Voilà. Moi, je suis pas dans cette optique-là. C'est que l'argent doit travailler plus dur que moi. Et c'est sans vouloir me vanter. Moi, là, je suis à une moyenne de 23% par an. Donc, je suis plutôt content. Et j'ai pas de frais de gestion là-dessus, toi. Alors, sur ton assurance vie luxembourgeoise? Non, j'ai pas d'assurance vie. Moi, j'ai pas d'assurance. Sur tes placements, tu parles? Ouais, sur mes placements. Alors là, quand tu parles de placement, tu parles que de bourse, que d'action. Ouais, pure action et pas française, bien évidemment, parce que j'avais un PEA, je l'ai cassé parce que ça me gonflait, ça n'avance pas. Toutes les boîtes au CAC 40 sont malheureuses, mais elles ont déjà toutes leur seuil de maturité. Donc on a très peu de chances que ça avance. En plus, l'innovation en France est énormément freinée. Énormément. Leurs points de rentabilité, ils en ont plus, sont dans une gestion courante. Donc pour moi, ça vaut pas le coup. T'as peut-être les small cap françaises qui peuvent passer, mais je suis pas franchement fan. Et donc du coup, moi effectivement, je vais aux États-Unis et Asie. Ok. Et du coup, stratégie stock picking, ETF. J'ai un peu d'ETF. J'ai un ETF qui suit les S&P 500, mais je le fais passer par la plateforme londonienne. Ah, pourquoi pas sur le PEA du coup ça? Parce que du coup, c'est pure action américaine, ça, il passe pas dans le PEA. Ah, si. Dans le S&P 500, il passe sur le PEA. Il faut qu'il y ait une proportion plus forte quand même d'actions européennes. Avec réplication synthétique, tu l'as sur le PEA. J'en ai un, donc c'est lequel du coup, toi? Il y en a plusieurs, t'as le BNP, t'as la Mundi, t'en as plusieurs. La Mundi, ouais, effectivement, la Mundi, effectivement, je suis d'accord, ouais. Moi, je prends après après, ça marche aussi sur le CTO, tu vois. On va dire que tant que ça reste capitalisant, enfin que tes dividendes sont capitalisés, t'as moins de frottement fiscal, donc ça va. C'est ça, exactement. Et t'as moins de frais aussi. Mais moi, à titre perso, je préfère aller sur le PEA. Enfin, quand c'est éligible au PEA, je préfère aller sur le PEA. Après, sur le stock picking, je suis d'accord, t'es limité. Que France et Europe, enfin, c'est européen. C'est chiant, ça. Et c'est quand même chiant. Là, j'avais pris du Total. Le Total, c'est l'énergie. L'énergie, en plus, avec la crise émergente de l'énergie, ça va être chaud patate. Je me dis, en fait, ça ne bouge pas et c'est devenu une inertie. Et leur CIO est pas bon. Quand on avait l'Immergerie, je sais plus comment il s'appelait là, mais qui est bizarrement mort sur une piste d'aéroport en Russie. Bon, bref. Ce mec-là, c'est un putain de CIO. Et le mec, il a avancé le groupe Total, il a avancé. C'était fou. Là, le CEO qu'on a, il est pas ouf, quoi. Là, pour le coup, Total, pour moi, c'est pas t'achètes pas Total pour faire de la perf. T'achètes Total pour le dividende. C'est pour faire de la rente. Du dividende, oui, voilà. Mais c'est l'objectif. Mais c'est vrai que si tu es en phase de capitalisation et que tu veux avoir une perf, c'est pas voilà. Donc ça, j'avais ça. Alors les bancaires, faut pas en prendre en France.
parce que poum, 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 et sinon c'est toujours la même chose. Puis comme ils font toujours des conneries, et en plus ils font des conneries, des malversations, à chaque fois ils se font plomber les résultats. Surtout, la BNP et la Société Générale, c'est les meilleurs pour ça. N'oublions pas Natixis aussi, qui est un scandale financier énorme aussi. Le nombre de pognon qui a été perdu là-dessus, c'est quand même fou. Donc les banques françaises, moi je prends pas. Qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, j'avais mis des petites boîtes comme Vente Unique ou des choses comme ça, tu vois, qui avaient fait une bonne performance sur le marché. Mais voilà, après ça s'est arrêté là. En fait, là où il y avait une traction, où les CIO étaient bons et qu'ils allaient chercher les marchés émergents, donc de la croissance. Et après le reste du CAC 40, pour moi, il est malheureusement délétère, quoi. Ils sont dans une gestion quotidienne. Ouais, bah, ils sont, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a, il y en a beaucoup qui sont en maturité, donc, croissance un peu faible. Le VMA, j'avais pris aussi, mais le VMA, sur Christian Dior, je voulais du luxe. Parce qu'on nous dit toujours, faut diversifier, donc je mets du luxe, mais ça, c'est une connerie aussi. Ils sont en pure maturité, là, pour l'instant, le VMA, ils sont dans une phase où ils n'arrivent plus à acheter. Parce qu'en fait, ils ont fait une croissance de ouf parce qu'ils ont fait que de l'acquisition, Et là, maintenant, il n'y en a plus. Puis, on sait très bien qu'une croissance externe par l'acquisition montre pas que tu gagnes plus d'argent. C'est du bullshit, quoi. Donc, donc t'es pas fan du coup du CAC et de l'Europe, mais du coup aux US, c'est quoi qu'est-ce que tu recherches comme boîte? Les techs, de toute façon, parce que les techs sont capables de disrupter le marché en fait. Et quand elles disruptent le marché, elles ont de la croissance. Et puis surtout, c'est que le fondateur est encore à la tête, donc il peut prendre des décisions stratégiques fortes. Puis il est skin in the game, c'est lui et ça change énormément de choses. Ça change tout, hein. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Et en plus, c'est que ils arrivent à mordre la ligne jaune qu'il faut pas trop mordre, et ils la mordent bien pour passer outre, toi. Et ils avancent, quoi. Et forcément, ils ont plus de croissance et ils vont tellement plus vite, quoi. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup Microsoft aussi avec le PDG, là, Satya. Oh le mec, la puissance du gars, lui c'est des masterclass. Lui, impressionnant, le CEO, il a une vision, il est bon. Il est très très bon, il a réussi à acheter OpenAI sans l'acheter. C'est quand même ouf. Il a des visions, lui, toi, un gros CEO. Google, perte de vitesse pour le moment. Perte de vitesse parce que c'est devenu un gros mastodonte, les CEO sont partis. Ils ont pris un employé qui a monté dedans. Donc l'Indien, là, je sais plus comment il s'appelle. Sundar Pichai, je crois. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, exactement, merci. Et bon, il est bon, mais il est dans une gestion quotidienne. Et plus à pousser comme c'était poussé avant. Alors peut-être que là, ils sont en pleine R&D, ils vont nous sortir des trucs qui vont être cassés. Apple, gestion quotidienne. Mais j'ai quand même du Apple, parce que c'est une force de marque, il suffit qu'ils se réénervent sur un truc. Ils ont un mode impressionnant, quoi. Puis c'est l'image au monde. Ils ont l'image la plus smart, classe, efficiente du monde. C'est quand même élégante, je dirais. Élégante, smart, tout ça, c'est exactement ça. Donc ils ont cette puissance de la marque là. Ça c'est imbattable. Alors ils peuvent la perdre, hein. Bien sûr, d'accord. Mais ils sont tellement forts que pour moi c'est encore une bonne hégémonie encore. Donc pour moi il y a encore de la croissance dessus. Parce que tout le monde n'est pas en Mac, loin de là. C'est un peu le monde des influenceurs YouTube, on est tous en Mac, mais la majorité des gens ils sont pas en Mac. Bien sûr, dans les entreprises déjà, dans n'importe quelle grosse boîte, tout le monde a du PC, quoi. Ouais, là, tout le monde a du PC. Donc ça veut dire qu'ils ont de la croissance encore largement possible. Ils ont des mondes à conquérir. Je pense, le monde professionnel, ils l'ont à conquérir. Ça c'était, ta remarque a été pile poil là. Pour moi, il y a le marché là, à aller chercher. Donc j'ai du Apple, pas Amazon, parce qu'Amazon, j'y crois pas. Ils sont forts, ils ont une grosse vélocité, mais les marques sont dégueulasses. C'est dégueulasse. Et puis tu as des disrupteurs, tu as AliExpress, les gens sont de plus en plus au courant et achètent de plus en plus. Moi, sincèrement, je vais plus sur Amazon, je vais à AliExpress. Parce qu'en fait, c'est les trucs de AliExpress qui sont vendus sur Amazon. Et des fois, j'ai encore beaucoup de réflexes Amazon, je vais chercher sur Amazon, sur AliExpress. Putain, 4 fois moins cher. Alors oui, la livraison, ça va mettre 4 fois plus de temps, mais tu t'en fous. C'est pas un truc vital, c'est pas une grève de cœur, quoi. Donc t'as le temps, tu peux attendre, quoi. Et est-ce que t'as tu m'as un peu cité des boîtes comme ça qui dans les top mondiales qui t'intéressent ou pas, mais est-ce que t'as des critères peut-être un peu plus fondamentaux, tu vois, des ratios, des critères quantitatifs ou qualitatifs sur lesquels tu te bases, ou est-ce que tu es plus dans l'émotion, mais dans l'analyse de la boîte, on va dire, tu me parles beaucoup de critères plutôt qualitatifs du style le CEO, la vision et tout. Est-ce que tu as aussi un peu des plutôt critères quantitatifs, parce que tu regardes des trucs genre les marges, le ROE, les machins? Il y a un mec qui m'a appris beaucoup, c'est Rémi de Truchy de Varenne. Il est passé ici. Il m'a appris avec son logiciel Value, vraiment très bien. Donc forcément, moi je l'ai acheté parce qu'il est top, quoi.
à calculer ces différents ratios aussi dedans avec le PR et tout ça. Mais ça vient en secondaire. En fait, déjà, moi, j'achète des actions, des produits que j'achète moi-même. Ouais, donc tu consommes. Ouais. Si je consomme, je comprends. Je vois dans quel marché ils évoluent et quelle est l'implication que ça va avoir. Par contre, Nvidia, prenons Nvidia, moi, c'est un marché, j'ai toujours pris du Nvidia. J'ai renforcé encore Nvidia. Parce que Nvidia, c'est qu'au début pour moi. Alors tout le monde me traite de fou et tout, mais moi je pense par exemple dans ta maison, tu auras une IA de software pour te défendre, défensive, pour des attaques et tout, donc il va te protéger ta maison au niveau du software, de toutes tes applications, de ton internet et tout. Tu vas avoir un robot domestique qui va te faire les tâches et peut-être même aussi te protéger. Il y aura aussi des robots de défensifs aussi, et ça dans chaque foyer. Ça j'en suis persuadé que ça va arriver. On disait au début la domotique c'est des conneries et tout. On voit déjà que ça prend de plus en plus de part. On a déjà tous un peu des robots aspirateurs, le robot cuisine, les robots machin. Ça, c'est les ancêtres, ouais. Mais même la domotique même, t'as des trucs où tu peux commander à distance pour fermer tous tes volets, t'as toutes ces choses-là pour mettre le chauffage, régler tout. Bah, ça, c'est le début de l'IA, en fait. Et c'est marrant que tu me dis ça. Alors, je repense à une interview que j'ai vue. Il y avait le gars qui avait prédit le smartphone. Je sais pas si t'as déjà vu cette interview. Je sais plus comment il s'appelle, le gars. Oh, ça, il y a 20 ans, on lui dit, le mec, il avait dit, vous verrez, donc en des années 2001, donc on était très très loin du smartphone, il dit, vous verrez, dans 20 ans, on aura tous un objet où on aura tout dessus, de la calculatrice, le GPS, le téléphone, le machin et tout. C'est arrivé, hein, le mec, c'est arrivé. Et donc il y a 2-3 ans, on lui a posé la question, bon ben, c'est quoi la prochaine révolution? Et il a dit exactement ça, il a dit, ben, dans 20 ans, tout le monde à la maison, on aura un robot qui centralise toutes les fonctions robotiques actuelles, un robot qui ferait tout, qui sera notre assistant, notre compagnon en fait. Ouais, tu vois. Et c'est exactement ce que tu dis, et je pense qu'on s'en rapproche, mais le gars, il avait déjà dit, je te dis, il y a 5-6 ans, je sais plus comment il s'appelle le gars, mais moi je le crois aussi, tu vois. Enfin, moi je crois aussi clairement que je pense dans 10 ans, bon, on aura tous un robot à la maison, mais un robot, je sais pas si ce sera sous forme humanoïde ou pas. Ou même un chien, ou j'en sais rien sous quelle forme, mais qui fera la cuisine, qui fera le ménage, enfin tu vois, qui fera toutes les tâches dont je parle. Tu brosseras les dents, tout sera comme ça. Bon, je sais pas jusqu'où ça ira, mais... Je sais pas, brosse-moi les dents. Mais bah, du coup, ça rejoint ce que tu dis, quoi. Ouais, donc c'est pour ça que toi, Nvidia et ses puces, on en a pas besoin partout. Donc, même si on équipe que 300 millions de foyers, ce qui c'est l'Amérique du Nord globale, l'Europe 100 millions de foyers à peu près, nous 400 millions. Il nous faut les 400 millions de puces. Ouais, ça c'est pour ça que j'ai Nvidia et tout le monde dit ah c'est déjà trop. Non les gars, vous avez rien compris, parce que je pense que si moi j'ai cette réflexion là et que même toi aussi tu penses à ça, le PDG de Nvidia, je pense qu'il est déjà en avance là-dessus, quoi. Et tout le monde est déjà en train de fabriquer ça, quoi. Tu vois déjà les taxis autonomes, ils ont besoin de ces puces-là. T'as vu les robots d'ailleurs d'Elon Musk? Ouais. Truc de ouf. Ah, ça y est, on y vient. Hein, ah, ça y est, on y est. Attends, et t'as déjà les nanas, bon, c'est un peu des conneries, du bullshit et tout ça, mais t'as les nanas riches qui ont acheté des robots pour leur porter ça pendant qu'elles vont faire leurs courses. Ouais. Alors j'ai vu ça, je dis oh la vache. ouais, ok, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Alors elles ont pour délirer, ou c'est leur mari qui dit ah tiens, vas-y achète ça, on s'en fout, je sais pas comment, pourquoi, mais ça c'est vraiment. Bah déjà, tu dis ah ok, on est déjà à ça. Bah c'est quoi l'étape d'après? Bah l'étape d'après c'est qu'on s'équipe tous, qu'on est ça quoi. Quelqu'un qui va peut-être s'occuper de faire les devoirs pour nos enfants, ou toi, il y a toutes les tâches qu'on va pas faire. Moi, j'en suis pas encore à l'étape. Ouais, voilà, mais en vrai, sincèrement, entre nous, Thomas, est-ce que tu auras vraiment envie de te retaper les tables d'addition et de multiplication? Là encore, ça va, c'est gentil. Ouais, est-ce que tu voudras te refaire where is Brian? Problème de machin, il y a tant d'eau dans le bain, il faut calculer ça. ça c'est. C'est les trois frères de. Alors, c'est la ah oui, c'est ça. Il va jouer. Après, il veut prendre son bain, lui. Il fait chier celui-là. En plus, ils sont dégueulasses, ils se lavent dans le même moment. Bref, la référence forcément. Ça va arriver. Donc pour ça, j'achète aussi et j'ai renforcé parce que, alors ouais, j'y crois. Je regarde les trucs de la boîte, ils n'arrêtent pas de vendre et qu'ils sont même en retard sur leurs commandes parce qu'on leur commande trop. Donc moi, quand une boîte est en retard sur ses commandes, c'est excellent signe. Bah ouais, très très bon. Alors, il y a eu un petit bug dans une puce, ils rectifient. Alors les gars, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont feu quoi. Et du coup, en termes, t'as d'autres critères, d'autres ratios particuliers que tu regardes quand effectivement. Alors, quand c'est des entreprises comme ça, le PR ne veut rien dire.
Le PER, il est faussé. Ce que je regarde, c'est les actifs et la capacité à produire ces actifs. Les brevets aussi. En fait, vraiment, je regarde dans le bilan la colonne vraiment des actifs et je regarde aussi dans la colonne des passifs, qu'est-ce que c'est comme dette. Pas de dette fiscale possible. Bah, ils ont des dettes fiscales, mais je veux dire pas des dettes fiscales tricky, quoi. Parce qu'ils auraient triché comme des cons, tout ça, parce que ça te nique une boîte. Si c'est des dettes fournisseurs, c'est ok pour moi. Et des dettes d'investissement, donc d'infrastructure d'usines de production. Ça, c'est des bonnes dettes, quoi. Donc toutes des dettes qui vont concourir à l'actif, ça c'est ok. Voilà. Par contre, si c'est des dettes pour du circulant, je suis un peu moins fan. Parce que c'est-à-dire qu'ils créent de l'argent pour pouvoir avoir de l'argent. Ça m'emmerde un peu plus, quoi. Ça, je suis moins fan. Après, c'est bien. Puis après, t'as tellement le ratio. Bah, si tu connais Vice et tu connais Rémi, oui, bien sûr. T'en as plein. Son Evogue est pas con. Moi, j'aime bien aussi ça. Ça permet de. Il est pas forcément vrai pour toutes les boîtes, mais pour la majorité des boîtes, il l'est. Et très pertinent là-dessus. Donc voilà. Alors, c'est pas le but de faire de la pub pour Vice et Rémi, mais ça permet de, surtout quand tu mets un peu d'argent en bourse, c'est bien d'avoir un truc qui t'analyse rapidement. Bien sûr, surtout t'as un filtre qui est ultra efficace. Et ça permet de dire, attends, la boîte là, je l'aime bien et tout, et tu vas la tester dans la bécane. Ah, j'ai eu ça, j'ai pas eu ça, ah merde, ça. Ou les initiés qui sont en fond, tu dis, wow, là j'y vais pas, quoi. Quand t'as tous les mecs qui revendent, qui savent ce qui se passe dans la boîte, c'est bizarre, quoi. c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. Et du coup, je clôture un peu le chapitre bourse. Est-ce qu'il y a d'autres actifs sur lesquels tu as investi ou tu investis? Alors forcément, j'ai envie de te parler de crypto parce que bien sûr, sur la crypto, oui, mais à moins que tu n'investisses pas. Mais si, moi j'investis crypto. J'investis crypto. J'aime bien la crypto. Par contre, moi je fais pas d'aller-retour. J'achète que du Bitcoin, Ethereum, Ripple. C'est tout. Je ne touche à rien d'autre. Je me suis fait couillonner avec saloperie de projet. C'était Summit Mining à l'époque. Et c'est Summit. Pour moi, c'est un scam. Alors, il va dire, c'est pas vrai et tout. Mais où est l'argent? J'ai perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros là-dessus. C'est quoi? Je connais pas cette crypto. Ouais, c'est crypto. C'est un mec que j'avais connu en plus, que je voyais et tout. Mais bon, je me suis fait ken là-dessus. Un token qui vaut rien, qui a une valeur, mais que sur un site internet qu'il a créé. Bullshit. Et pourquoi j'avais fait une connerie? Parce que j'ai mis quelqu'un entre moi et l'argent. Donc j'ai mis un intermédiaire. T'as fait confiance à une personne qui t'a investi pour toi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc je confie la fiat, donc des euros, et que on place dans son système. Il faut pas faire ça. C'est ce que ça revient à la règle élémentaire pour pas perdre d'argent et vous êtes sûr que vous faites un bon deal. Il n'y a aucun intermédiaire entre vous et l'argent. C'est-à-dire que si vous appuyez sur un bouton, ça revient. Je rebondis parce que ça fait 2 ou 3 fois que tu dis cette phrase et je vais en faire un argument de vente pour vendre mes missions de CIF parce que parce que je suis le premier en fait. Moi, j'exerce d'une manière qui est pas trop courante dans la mesure où je fais du conseil indépendant et j'insiste sur le fait que moi je fais pas d'encaissement de fonds, que je fais pas de souscription. Mais je vends pas un intermédiaire. Et je suis pas un intermédiaire et moi je veux que les gens soient autonomes, qu'ils comprennent déjà pour limiter les frais, pour qu'ils apprennent et du coup je trouve que cette phrase là, je vais le répéter que finalement de pas avoir d'intermédiaire entre toi et l'argent fait que généralement ça va beaucoup mieux que. C'est ça. C'est comme toi des boîtes qui disent j'ai tokenisé le bien immobilier, vous pouvez acheter des tokens. Connerie, ne faites jamais ça. Vous n'êtes pas propriétaire de l'argent, vous êtes propriétaire du token de l'entreprise. La merde, vous n'êtes pas propriétaire de l'actif. C'est la pire des conneries à faire. Et ça, t'as mis un intermédiaire. Alors que tu peux te faire planter, le mec qui t'a planté et tout, mais t'es propriétaire du bien. Sur le cadastre, c'est toi. Tu t'en sors, t'as encore l'actif. Tu vois? Ça, c'est pour ça, pas d'intermédiaire entre moi et l'argent. Ça va être le titre de l'épisode, je crois. Je termine juste sur la partie crypto. Alors, c'est une question que j'aime bien poser aux gens qui investissent en crypto et qui connaissent un peu le sujet. Est-ce que tu crois un peu, toi, à la théorie des cycles ou est-ce que toi, tu investis le long terme, tu t'en fous, tu regardes pas la volatilité? Moi, je suis long terme, je regarde pas les cycles, je m'en fous. Tu t'en fous, ok. En fait, plus tu fais de mouvements, plus tu perds. Ça marche en bourse, ça marche en crypto, ça marche en tout. Plus tu fais de mouvements, plus tu perds. Parce que les allers-retours, c'est l'émotion. Et les émotions, ça fait perdre de l'argent. Et comme j'avais dit au début de l'épisode, le seul joug que j'accepte, que je tolère de mon tyran, c'est celui de tyran de la raison. C'est le plus simple. Tout simplement. Et je me répète toujours cette phrase-là. Et au moins, c'est le seul joug que j'accepte. Et ça me porte raison. Jusqu'à présent, ça m'a toujours porté raison. Ça fait plusieurs années et je ne touche pas. Et comme tu le vois, la bourse,
quand même depuis 120 ans. Si tu ne touches pas, tu gagnes. Donc ne touche pas. Tu renforces si tu as envie de renforcer, si tu as des liquidités, tu renforces. Alors parler DCA et tout, enfin même DCA, bon. Quand tu as un pognon et que tu as une opportunité, tu mets tout dessus. Moi personnellement, je mets tout dessus. Le DCA, c'est un peu une connerie quand même. C'est pour ceux qui savent vraiment pas ce qu'ils font en fait. Ah, moi j'aime bien le DCA. Moi j'aime pas le DCA. Quand t'as 50 000 euros à placer, mets-les tout de suite, rentre dans le marché. Et après l'argent qui arrive au fur et à mesure, ça te le fait ton DCA, mais ça veut dire que tu réinvestis. Je rebondis là-dessus. Pour moi, il y a deux façons de parler du DCA. Quand tu as une épargne mensuelle, tu n'as pas trop le choix, tu es obligé de faire un DCA. Oui, parce que mais en fait, c'est l'allocation de ton flux disponible que tu fais dedans. C'est ça. Mais tu as la deuxième façon de faire. Quand tu as un capital qui arrive, on se pose la question, est-ce que je mets tout d'un coup ce qu'on appelle le lump sum investing vs le DCA? C'est un sujet qui revient souvent, moi j'en parle souvent. Les études ont prouvé que le lump sum est plus efficace. Donc, je sais pas si tu sais, mais en tout cas, le fait de tout mettre une fois, c'est plus efficace que le DCA. Oui, je sais. Donc c'est pour ça, je pense que tu dis ça. Et moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai en plus. Et c'est vrai, mais je considère que nos émotions nous jouent des tours. Et quand quelqu'un débute, je trouve que c'est quand même dangereux, tu vois. Parce que il connaît pas ses émotions, il connaît pas son aversion au risque. Donc, quelqu'un comme toi qui a de l'expérience sur le marché et tout. Mais moi, c'est pour ça que je tempère un peu ton propos en me disant que si la personne qui nous écoute démarre et qu'elle a 100 000 à placer en bourse, là, on est quand même sur des plus hauts de marché tout le temps. Mettre 100 000 et si tu te prends un crash demain, tu prends moins 30, alors oui, peut-être sur le long terme, tu vas les récupérer, mais tu vas peut-être mal réagir à une baisse. Donc, moi, je dis toujours que les études disent que tu as raison, mais dans les faits, psychologiquement, c'est plus dur à tenir, donc considéré comme le DCA. Bien sûr, si tu as un capital d'investissement. Et donc, du coup, t'écoutes pas la raison, mais t'écoutes tes émotions. Alors, moi, je parle pas pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est dans le raisonnement. Bien sûr. L'erreur, c'est d'écouter les émotions. Exactement. En fait, c'est pour contrer, c'est pour, atténuer le truc. Non, mais je comprends, t'as raison. Effectivement, l'impact psychologique, mais du coup. Mais si t'écoutes pas les émotions, évidemment, effectivement. Boum. C'est ça. Et alors, c'est dur, hein. Mais c'est plus dur à tenir. Et c'est pour ça que je dis pour les débutants, pour ceux qui démarrent, et je sais que j'ai une audience débutante en bourse, j'alerte, hein, pour pas. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, c'est pour ça que je dis, t'as raison de manière théorique et de manière froide, mais quand tu intègres l'aspect psychologique, alors ce qu'on va faire, alors du coup, c'est bien qu'on débatte. En fait, si tu as 100 000 balles, ce que tu vas faire, c'est pour l'instant, tu mets 80 000 balles sur un truc normal, classique. Par contre, tu as 20 cartes, tu vas les mettre tout de suite bourriches. Bourru, tout de suite. Et tu vas. Avant, tu te formes un peu un minimum. Voilà, alors, je sais pas si tu t'enseignes des trucs là-dessus. Moi, je sais que j'en enseigne aussi. T'as Rémi aussi, voilà. Vous vous démerdez avec le gars avec qui vous voulez faire, pas de problème. Mais apprenez effectivement un minimum. Tu les mets pas dès le premier jour que t'as le pognon. Tu te dis, dans 2 mois, je le mettrai. Mais que 20K. Le reste, tu l'as. T'apprends, tu te formes. Même si tu payes une formation 1000 balles, franchement, c'est pas cher payé pour 100 000 balles et pour la trajectoire que ça va te faire. Et tu mets 20K. T'attends 6 mois. Ok, c'est bon, ça roule. Je vois que les émotions et tout. T'évites de regarder tous les jours. Et après, tu mets. Ok. Voilà, c'est pas con comme moi j'ai tendance à plus être en mode DCA un peu bête et méchant, mais de la stratégie. Ouais, voilà, toi, mais ça c'est sous réserve que la personne va bien se former aussi, quoi, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est voilà, tu vois, c'est il y a ça. C'est sous réserve que déjà t'as les 100K, que tu mets ça et que tu vas aussi bien te former pendant 6 mois et que voilà. Ouais, c'est ça. T'as les 2 premiers mois, tu fous rien, enfin tu places pas, tu te formes, tu mets tes 20K d'un coup. Et pendant 6 mois, tu observes et tu continues à t'améliorer. En plus, là, tu vas avoir plus d'implication, plus quand tu as mis tes 20. Bien sûr. Là, tu veux du vrai argent, tu vas t'intéresser plus. C'est ce que je constate, hein, c'est que quand tu vas sur un compte de démo, tu t'en branles, tu vas rien faire. Alors que dès que tu vas mettre, même si c'est 1000 balles, c'est ton argent, donc tu vas regarder, tu vas t'intéresser à pourquoi ça baisse. Attends, je vais regarder plus d'infos, je vais peut-être regarder les fondamentaux, machin. C'est ça. Donc, je comprends. Il y a ça. Et aussi, moi je fais pas du day trading et tout ça, ça prend trop d'énergie, ça tape le cœur. Moi, là, c'est un autre métier, quoi. C'est un métier. Et puis, la plupart des traders perdent du pognon. 60% des trades et des traders professionnels sont perdants. Ah, bien sûr. C'est de ouf. Et sur les particuliers, c'est encore pire. Je crois que c'est 80-90%. Les seuls grands traders qui marchent, c'est des autistes. Il faut dire, ils ont pas d'émotion. Ce sont des autistes. Quand même légers Asperger, donc forcément, ils sont pas tapés par l'émotion. Nous, des gars normaux, on est tapés par l'émotion. Donc moi mon objectif dans la vie, c'est de faire en sorte que mon cœur batte le plus lentement possible. Vieux, tu vois. Et donc bourse, j'achète, mais je fais pas des trades, je vais pas sur du forex et tout. C'est des bullshit ça aussi. Tu perds ton pognon là-dedans de toute façon. C'est clair. Faire ça.
Là, sur ça, on est bien d'accord. On n'a pas été d'accord sur tout, mais sur ça. Ouais, mais ça, ouais, voilà. Donc, faites que votre cœur batte le plus lentement possible. Vous achetez, vous regardez plus, et puis basta. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, Julien, sur, cool. sur ton patrimoine. Super intéressant. En tout cas, on a bien débattu, on a eu des bonnes discussions. Ouais. Je vais terminer avec une question. Alors, je sais pas si je vais en faire une question récurrente, mais je la trouve intéressante. Vas-y. Surtout toi qui a atteint la liberté financière. Qu'est-ce que tu referais aujourd'hui, là, en 2025, si tu pars de zéro? Disons avec dans la situation dans laquelle tu étais il y a 15 ans, donc je dirais avec un patrimoine, il y a 15 ans. voilà, t'as ton livret A qui est rempli, et c'est tout. Par où tu commences? Alors moi, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Genre j'ai 4000 balles de côté, point. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais pour atteindre la liberté financière le plus vite possible? Avec ou sans connaissance? Ouais, c'est là où c'est difficile parce que avec ton cerveau actuel, oui, quand même. Parce que si t'as pas de connaissances, tu referas les mêmes bêtises finalement. Je vais faire les mêmes bêtises. Avec les connaissances mais si je devais réussir, je sais que je me forme vite pour aller plus vite, pour aspirer l'expérience des conneries des autres. C'est pour ça que je te posais avec ou sans mon cerveau. Donc avec ton cerveau actuel, mais pas avec ton réseau par contre, parce qu'avec le réseau c'est plus facile. Ouais, alors oui, effectivement. Alors, ce que je fais, un taf alimentaire, je vais chercher au début. Imaginons que je suis au SMIC, ok, donc c'est 1400 balles à peu près. Je fais ça. Je vais chercher des petits projets en province, pas mettre d'apport. J'en achète un, genre des petits immeubles de 2-3 lots. Ok, j'achète, go. J'enchaîne les biens. Vraiment, je vais re-enchaîner les biens. Je vais sélectionner le locataire plus durement. Tout l'argent, je le claque pas. Je le laisse vraiment capitaliser, vraiment. Je pense qu'en un an, je pourrais acheter une quinzaine de biens, vraiment. Je me mets en mode, j'attaque, donc ça, je peux le faire. Au bout d'un an, je recherche aussi un autre métier qui paye mieux aussi, pour augmenter la capacité aussi, pour essayer d'atteindre des salaires à 2000, 2500 assez rapidement. Indeed, tout ça, ce serait mon meilleur ami. Ça va vite pour trouver vraiment un meilleur boulot. Je m'en fous au début de faire la plonge, je m'en fous de faire ça, même le serveur il cherche plein de taf et c'est même un bon boulot moi je trouve pour pouvoir visiter des biens, parce qu'en fait t'as des plages horaires trop libres. T'es décalé, ouais. Et puis ils cherchent tout le temps, donc là c'est facile, puis t'es pas trop con, tu montes vite. Et si tu bosses, ça va même très très vite. Donc ça je ferais ça vraiment. Ouais, en fait je vais chercher tout de suite un boulot dans les bars, restaurants. Je picole pas, bien évidemment. C'était dur quand t'es barman. Mais... ouais, mais bon, faut pas être le premier client du truc, parce que t'as un objectif et là je sais que je me remettrai en mode hyper dur pour aller chercher ça. Et je refais la technique que j'ai mis 15 ans. Finalement, en fait, tu vas refaire la technique que tu as mis en place, mais que tu as mis du temps à mettre en place. En fait. Ouais, j'ai mis du temps à la mettre en place, mais en même temps, je l'ai vraiment optimisé. Et à chaque fois, par exemple, j'ai quelqu'un en coaching, on trouve l'affaire tout de suite. Le financement trouve tout de suite. Et après, il est lancé, il a fait son premier, il part tout seul, quoi. Donc, tu repars avec de l'IMO, en mode énervé. De toute façon, t'as pas d'argent, hein. Mais ouais, t'as pas d'argent, c'est l'ascenseur social. Je fais pas l'entrepreneuriat, par contre, j'en fais pas. Ok. Parce que tu t'es pas financé avant 3 ans. Enfin, 2 ans. Si t'as un bon business, si ça tourne bien. Mais sinon, non, je fais pas d'entrepreneuriat. Je mets salaire. C'est la meilleure façon de lever de l'argent en France. Et après, une fois que j'ai passé ça, je passe à l'entrepreneuriat. Mais une fois que je me suis fait mon stock de 4-5 000 de cash flow. Et là, le record qu'on a pour atteindre les 5 000 et quelques de cash flow, c'est 2 ans et demi. Okay. Une élève, une nana, qui a 2 enfants et tout. 2 ans et demi, la nana. Ah ouais. T'es vraiment énervé, quoi. Ah bah, je lui dis, de toute façon, les nanas ont plus de résultats que les mecs. Alors, en tout cas, chez nous. Ok. Parce que les mecs ont des résultats, c'est pas le souci, mais en fait, les nanas sont meilleures dans la gestion. Pas photo, nous, on est quand même un peu bordélique. Ouais, faut le dire. Ouais, on aime bien la conquête. Mais si t'as une nana qui a un esprit vraiment masculin, oh la vache. Des mamans solo, c'est des lionnes. Hein. Ah ouais, des lionnes. Elles sont impressionnantes. Moi, elles m'impressionnent et je suis vraiment très heureux pour elles de ce qu'elles réalisent, quoi. Je suis vraiment trop content, puis je leur donne tout. Enfin, quand on les accompagne, on donne tout, quoi. Et ouais, voilà, moi, c'est vraiment par l'IMO, salarié, IMO, je place l'argent, je vis en dessous de mes moyens, et je continue, je monte, avec l'amortissement qui va vite, la capitalisation, et ouais, en 2 ans et demi, 3 ans, je sors du game. 2 ans et demi, 3 ans, je sors du game. Alors oui, je vais pas m'habiller super bien, j'aurai une belle tenue pour aller investir, qui va le manquer, une seule, le reste c'est du t-shirt Decathlon, on s'en fout, et tout, même Vinted. Je vis pas la spartiate, parce qu'il faut un peu de confort quand même, mais t'as pas besoin non plus de ouf au début, quoi. Surtout la première année, quoi. Et ça va vite, quoi. Okay. Et je supprime toutes mes conneries.
si j'ai des crédits à la conso Ouais, et bien tout. sûr. Mais bon, avec comme tu as dit, avec le cerveau, j'ai pas ça, donc j'aurais pas le. Ouais. Vraiment, c'est ce que je ferais. Que l'IMO. Parce que entrepreneuriat, tu te fais baiser. C'est pas gagner de l'argent, c'est mais pas le moyen. Enfin, tu peux aller très vite avec l'entrepreneuriat finalement. ouais, tu peux aller très vite. Parce que t'as pas de plafond sur les salaires et tout. Mais c'est vrai que pour lever des fonds, il faut que ta boîte marche et rapidement quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis alors du coup, quand t'as une famille, dans l'entrepreneuriat, tu peux te mettre en danger quoi. Alors que l'immobilier, tu te mettras pas en danger aussi parce que t'as des enfants. Toi, t'as deux enfants. Moi, du coup, je ferai chez mon petit gars pour l'instant. Je ferai gaffe quoi, toi. Je ferai vraiment pas ça quoi. Donc voilà, mais question intéressante. Et si j'ai pas mon cerveau, mais que je suis déterminé, je mets mon ego de côté, je mets vraiment mon ego de côté pour m'acheter une formation, me former. Mais je mets vraiment l'ego de côté pour aller plus vite, quoi. Ouais. Parce que comme tu dis, pour t'inspirer finalement des conneries des autres. Ouais, c'est ça. Mais l'expérience des autres, c'est comme un cure-dent usagé, quoi. T'as pas trop envie de le prendre. Tu dis fais chier, mais ouais. L'image est appétissante. Je sais, mais c'est ça, c'est le but. Les gens disent ah non, je veux pas, les mecs là, je suis meilleur qu'eux et tout. Ah non, inspire-toi des bons qui ont réussi, t'iras plus vite. C'est clair. Donc voilà, c'est ce que je vais apporter. Écoute, merci Julien en tout cas. On a dépassé le temps que je fais habituellement, mais je l'ai fait volontairement parce qu'en fait, dans un récent sondage que j'ai fait auprès de la communauté pour améliorer le podcast, il y en a plein qui me disent ouais, mais des fois ça dure 1 heure, tu dis qu'il faut couper, donc laisse parler le client. J'ai pas mis de limite aujourd'hui. J'ai écouté ma communauté, j'ai pas mis de format parce qu'en plus on a une discussion super cool donc. Ouais, alors je vais dire là je regarde seulement l'heure, je sais même pas. Ça fait 1h20. 1h20 qu'on discute. Alors normalement je limite à 1 heure, mais voilà, pour écouter parce que je me dis il faut toujours écouter tes auditeurs, hein, donc voilà, je les écoute et t'as bien fait. Donc voilà, j'ai pas mis de limite et je trouvais ça fluide. Écoute, merci Julien. Est-ce que pour terminer, tu peux dire où c'est qu'on peut te retrouver pour ceux qui sont intéressés par te suivre? Écoute, pour cette entreprise-là, donc une formation Imorenta sur Instagram. Donc Imorenta, c'est simple, sur la chaîne YouTube Imorenta, on est en train de la relancer en plus, donc ça c'est cool. Vous pouvez nous joindre sur contact@imorenta.fr et puis ça sera déjà bien tout ça, et on répond donc personnellement. Instagram, on répond aussi personnellement, donc il n'y a pas de bot ou une assistante, non, on répond à tout le monde. Parce qu'on aime les gens et on adore ça, quoi. D'ailleurs, quand on fait les conférences et tout, moi je laisse la parole aux gens puis on discute, quoi. Ouais, donc comme là, on discute, quoi, on tutoie tout de suite. Donc, voilà. Trop bien. Écoute, merci Julien. Merci à toi. Puis à très bientôt. À très bientôt.